Eh bien, bonjour à tous. Je vais commencer comme traditionnellement les Imagilab pour le troisième épisode d'ailleurs avec mon petit édito. Imaginez, c'est tenter de matérialiser dans son esprit quelque chose que l'on créait la plupart du temps en se basant sur nos références, notre culture. En 1895, l'humanité a pu voir apparaître un nouvel outil révolutionnaire permettant d'enregistrer de la photographie animée et de la projeter. Les frères Louis et Auguste Lumière ont ainsi inventé le cinématographe. Ainsi, il est alors devenu possible de matérialiser des fragments d'imagination en images, puis plus tard en son. Qui aurait pu prévoir que cet outil allait permettre la naissance d'un septième art, mais surtout un moyen de nourrir les pensées de milliards d'individus. Ce soir, je reçois dans mon laboratoire un nouveau sujet d'étude qui a pris le cinéma pour passion et qui a décidé d'en consacrer une bonne partie de sa chaîne. Je vous présente donc Arthur, qui a accepté de se prêter à l'expérience. Mon laboratoire étant métaphorique, je vais te demander d'imaginer que tu es assis dans une grande pièce, auprès d'un confortable feu de cheminée. L'endroit est décoré de toutes sortes d'objets inquiétants et curieux, d'alambics, de fioles, avec un contenu mystérieux. Une grande quantité de grimoires, ce qui doit te parler, des grimoires poussiéreux et rangés sur des étagères. Je suis assis sur un fauteuil en face de toi. Je suis Loremlo, je te souhaite bienvenue dans mon Imagilab. Ma première question, qui est la plus importante, Arthur, comment vas-tu? Eh bien, bonsoir à toi et merci de m'inviter. Je vais bien, merci. Tu vas bien. Alors Arthur, je sais de toi que tu as travaillé dans un cinéma, que tu es passionné du domaine à tel point que effectivement tu as une chaîne YouTube consacrée en partie au sujet, qui approche les 50 000 abonnés. Mine de rien, félicitations. Il y a plusieurs formats l'un que je trouve particulièrement intéressant, c'est celui sur lequel tu reviens sur les détails de certains films, sur les scènes de certains films, qui s'appelle la notion du détail. Un autre format très important, plus long, qui parle des coulisses de la création d'un film, de l'autre côté de l'écran. Allez voir ça, bien sûr, on n'est pas des bêtes, allez voir ça à la fin du live. Hein. Et donc, avant que l'on procède à l'expérience, parle-nous un peu de toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu peux nous dire de toi? Alors, Ah, c'est compliqué, euh, hein. c'est pas que c'est compliqué, c'est que je préfère, j'ai pas envie de casser le mood du live de maintenant, mais je préfère garder un maximum de choses privées, donc je vais pas spécialement te dire Ça ce que je marche. fais en dehors de YouTube, Ok. parce que c'est pas spécialement intéressant. Mais, euh, mais du coup, ouais, enfin, j'ai pas envie de te dire que je vais pas répondre à cette question. Et il va falloir que ce soit un peu plus détaillé, c'est-à-dire qu'il y a Ça des choses marche. que je vais pas te dire, d'autres que je veux peut-être bien te dire, ça Et va bah dépendre. si tu veux, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de ta chaîne. Ça Donc me va. effectivement, tu as sorti une vidéo hier, que je n'ai toujours pas vue, tu le sais bien. D'accord. Est-ce que tu as des projets là qui vont arriver prochainement, des trucs que tu peux nous teaser un peu, des nouveaux formats peut-être? Alors, non plus. Non, je rigole. C'est toujours un peu délicat, c'est-à-dire que j'ai toujours des projets euh, qui vont de ce qui va se faire le prochain mois à ce que je vais faire dans les 10 prochaines années si je le peux. Donc, et encore une fois, c'est aussi des trucs sur lesquels je communique très peu parce que j'ai pas envie de De teaser, faire du ouais. mauvais teasing. Si tu veux, Hmm, voilà. Ce que j'avais dit dans carrément. une FAQ il y a un an, je crois, quand j'étais au Canada, j'avais dit, imagine que je sois en train d'écrire un film. J'ai pas envie de vous dire aujourd'hui, je suis en train d'écrire un film, et que Hmm, 8 ans plus tard, on me dise le film ça en est où, et que moi je sois là, genre, bah, ça c'est pas fait. Donc je préfère rien dire, et le jour où il y a un truc qui est prêt, qui va sortir, je serai ravi de communiquer dessus. Mais pour répondre à ta question quand même, parce que je vais pas non plus dire non à toutes les questions, non, je, t'inquiète. du coup, je travaille constamment sur des projets en fait. À la fois des gros projets qui se feront peut-être jamais, Mhm. et aussi des plus petits trucs comme des vidéos. Par exemple, j'ai un dossier sur mon PC sur lequel il y a plein d'idées de vidéos, des grosses vidéos, des vidéos attendues, des vidéos pas du tout attendues, des idées de court-métrage, des idées de nouveaux formats, etc. Et en fait, je laisse toujours ça un peu de côté et de temps en temps, je viens ajouter des petites idées, des petits trucs, des petites pensées qui me passent par là. Et en fait, c'est souvent comme ça que naissent mes vidéos. Par exemple, de côté de l'écran, c'est vraiment des vidéos que j'avais laissées de côté pendant longtemps. Mhm. Et en y réfléchissant sur plusieurs mois, au bout d'un moment, je me dis, ok, là, il y a une bonne idée de vidéo. Et en fait, la vidéo qui sort, elle me prend quelques jours de tournage, de montage, etc. Mais en termes de réflexion, ça peut me prendre plusieurs mois en général. D'accord, ouais. En tout cas, pour ce qui Donc, est des c'est un peu en courts-métrages, suspens. Pardon. j'avais vu du coup personnage de personnage, qui date un petit peu maintenant, mine de rien. Et il Ah, commence à ça fait dater. 2 ans.
mais il était vraiment très cool pour le coup. Et ça, c'est gentil. le genre de truc que je kiffe bien, surtout que ça parle de jeux de rôle. On en parlera un petit peu également un peu plus tard. Tout à fait. Ok. Très bien. Alors on va pouvoir procéder à l'expérience. Tu t'imagines donc que je suis assis en face de toi et je te tends une fiole avec un contenu grisâtre et je te dis que de toute façon, je suis là pour un peu sonder ton esprit, connaître tes références, savoir de quoi se nourrit ton imaginaire. Est-ce que tu bois la fiole? Si tu la bois pas, Alors, je te la fais boire de dans, force. dans Donjons et Dragons, ça se termine toujours mal ce genre d'histoire, donc Bien je sûr. vais me méfier. Et J'ai le droit de faire des tests ou pas? t'as le droit de faire des tests. Bon bah alors test sur la fiole, est-ce que c'est empoisonné, est-ce que c'est une saloperie magique ou est-ce que c'est du thé à la menthe? Alors, je vais te faire le plaisir de roller un dé, j'en ai sous la main. Oh, Et je vais admettre que tu as une chance sur deux d'avoir des infos. Tu as des infos, et a priori, ça ne va pas te tuer. Tu te sortiras vivant de ce live et ça va bien se passer. ouais, c'est pas forcément ce qui va me ce qui va me rassurer davantage. Et tu n'auras Mais, aucune séquelle ni physique ni mentale. Ouais. Ça sent bon? Ça sent, oui, ça sent bon, je suis un bon cuisinier. J'en bois une goutte. Allez, t'en bois une goutte. Ça, on va dire que ça suffira. Laissons-nous tenter par la curiosité. Ok, donc C'est-à-dire que je joue un voleur moi dans Donjons et Dragons, donc je me méfie. bah, il faut te méfier, c'est important. Alors, tu bois la goutte de cette fiole et tu te sens pris d'un certain vertige. Heureusement, tu es assis sur un fauteuil très très confortablement puisque je t'accueille bien dans mon laboratoire, je suis un hôte de qualité. Et C'est ce dont je me méfie plus. c'est ça, il faut, c'est bien. Donc tu finis par tomber dans les vapes, tranquillement, paisiblement, ça se passe plutôt bien. Et lorsque tu te réveilles dans une immense prairie. Une vraiment très grande prairie. Je vais mettre une petite musique dans le fond pour te mettre un peu dans l'ambiance. Et peut-être que la musique va te parler et te faire un peu du bien aussi, vu que, à mon avis, au vu du poster qu'il y a derrière toi. Je peux presque te citer la scène. Et donc, tu arrives dans cette prairie qui est vraiment colossale. Au bout de la prairie, tu as ce qui semble être le début d'une forêt. Plus loin derrière la forêt, tu as un château, le début d'une cité. Au milieu de cette prairie, il y a un vieux. Il y a toujours des vieux dans les jeux de rôle, et là, c'est un vieux qui est à côté d'un... Non, il n'y a pas toujours des vieux dans les jeux de rôle? Ah si, toujours, c'est ce que je veux dire. Ah oui, parce que... du coup, il y a un vieux à côté d'un petit feu de camp qui est installé bien tranquillement. Il est vêtu d'une longue robe grise, d'un chapeau pointu gris également, et pour faire dans la continuité, il a une barbe grisâtre et longue, avec un grand bâton qu'il porte. Il te voit et il te fait signe de t'approcher, pardon. Est-ce que je suis armé? Oui, excuse-moi, j'ai oublié de te dire ton stuff. Tu as effectivement une tenue de cuir et tu portes une petite épée courte à ton ceinturon. C'est exactement comme le personnage en Donjons et Dragons, c'est parfait. Je crois que je t'ai bien cerné avant de préparer l'interview. Merci. Et tu as sur toi une petite bourse contenant 5 pièces d'or. Tu n'as que ça comme... tu n'as même pas d'eau, tu n'as rien, tu n'as pas de nourriture. Voilà ton seul équipement. Bonjour tout le monde. Bonjour Larzouz. Bonjour Coin. Donc, j'ai 5 pièces d'or, une épée et une tenue en cuir, et il y a un petit vieux avec un feu de camp devant une forêt qui me fait signe de m'approcher. C'est ça. Bon allez, je vais faire avancer le scénario, je m'approche. Ouais, tu t'approches. Ok, donc tu arrives devant le vieux qui te regarde de bas en haut, qui t'analyse un peu, et qui te dit mon nom est Potterhead. Et lorsqu'il te dit ça, tu as des lianes qui t'englobent et qui te bloquent complètement. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Pour te libérer, tu vas devoir me laisser te sonder ton esprit. Il donne un coup avec son bâton, une lumière se crée tout autour du feu, et tu vois dans les flammes se dessiner plusieurs formes, plusieurs choses qui te sont très familières, et ça va être à toi de parler, parce qu'en réalité, ce qui apparaît dans les flammes, ce sont des références à toi. La première chose qui apparaît, c'est un humain, ou une humaine, c'est une personnalité française ou étrangère que tu aimes par-dessus tout ou qui t'inspire. Qui est-ce que ça pourrait être? Est-ce que tu as des gens qui t'inspirent dans ton quotidien? Tu m'as fait peur pendant un moment, j'ai cru que t'allais dire qui c'était. Non, je te à ce point-là. je te connais pas si bien. Franchement,
C'est la preuve que ton scénar était bien construit et que t'as bien narré l'histoire, parce que moi j'étais emporté dans le truc. Hein. Mon scénar est un support pour l'interview, mais t'attends pas du rôlisme pur et dur non plus. Hein. C'est très bon, hein, c'est très très bon. Je te remercie. Alors du coup, ta question, c'est quelles sont des personnes qui m'inspirent. C'est ça, bien ça. tout à fait, ouais. Des personnes qui t'inspirent. Il y en a plein, et en même temps, ouais, je saurais pas te dire qui en particulier. En fait, ça va dépendre. Faut que je réfléchisse. Ah bah vas-y, prends ton temps. Si tu veux, il y a plein de personnes qui m'inspirent, mais ça va dépendre sur quel sujet. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Par exemple, pour parler de YouTube, puisque c'est de là que je viens, un de mes YouTubeurs préférés, c'est le joueur du grenier. Ah, on partage ça. Je sais pas si c'est vraiment... Voilà, je pense que pour les gens de notre génération en général, c'est vraiment un point commun qu'on a tous, je pense. Que j'ai pas découvert sur les toutes premières vidéos, mais je me souviens vraiment il y a 11 ans, ou peut-être 10 ans, peut-être, bref, 11 ans sûrement. Un de mes cousins qui me faisait découvrir ça en me disant c'est un mec qui parle de jeux vidéo rétro et tout, trop bien. Et en fait, c'est quelqu'un qui m'inspire beaucoup dans la manière dont la chaîne évolue. C'est-à-dire que tu vois, les petites vidéos qui deviennent de plus en plus grosses, qui se professionnalisent et tout, enfin, la qualité des vidéos en soi et tout, même dans l'humour. Oui. Après, moi je suis pas... Tout ce qui est humour trash un peu vulgaire, c'est pas trop mon truc. Et pourtant, dans JDG, je trouve qu'il y a quelque chose de... En fait, c'est ça qui est bizarre, c'est que c'est à la fois très vulgaire, c'est toujours très trash, et en même temps, je trouve que c'est très intelligent et très fin dans ses personnages qu'il crée, par exemple. Je sais pas si tu vois un peu ce que je veux dire. Si. Bah, je sais pas si en fait. Je sais pas si tu connais l'humoriste Jérémy Ferrari. Alors très peu, je crois que j'ai vu 2-3 extraits sur YouTube, mais c'est tout. Ouais, bah en fait, bon, c'est un des spécialistes en France de l'humour noir en l'occurrence. Alors on aime, on n'aime pas, mais lui est très très trash. Et en fait, ce qu'il expliquait dans une interview, et ce que j'avais adoré, c'est comment est-ce qu'on fait de l'humour un peu noir comme ça. Le but, c'est de exagérer soit le personnage, soit le contexte. Enfin, il faut exagérer quelque chose pour que les gens se disent c'est pas crédible, il peut pas penser ça réellement. Et je trouve que le joueur du grenier fait très bien ça en l'occurrence. C'est suffisamment bien fait, bien exagéré, que ce soit le personnage ou autre, pour qu'en fait on se dise c'est drôle. C'est juste drôle, il pense pas des horreurs en fait. Oui, voilà, c'est ça. Il y a... Après, comme tu l'as dit, ça dépend de chacun de nous en fait. Il y a des gens qui vont pas aimer JDG et je peux comprendre totalement. L'humour, il est très particulier. Moi-même, il y a des blagues. C'est un peu comme South Park, tu vois. South Park, il y a des trucs qui me font beaucoup rire et il y a des trucs qui me font pas rire du tout. Je suis désolé, il y a des gens qui m'envoient des messages sur Discord et pourtant, il me semblait leur avoir dit que j'étais pas dispo pour faire des games de Age of Empires ce soir. Donc je lui dis d'aller se faire voir. Tant pis, tu feras ça demain. Je suis désolé. Non, il n'y a pas de problème. Mais oui, du coup, voilà, on parlait de finesse d'écriture, d'humour. Voilà, par exemple, mes références en termes d'humour, ça va être des trucs, donc, sur YouTube, ça va être des trucs comme Le Joueur du Grenier. Ça va être des trucs un peu plus vieux aussi, évidemment, De Funès. J'ai grandi avec De Funès. Les Inconnus, ça m'a beaucoup fait rire. Encore aujourd'hui, ça me fait beaucoup rire. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, voilà. Mais du coup, en termes d'autres inspirations, qu'est-ce que je pourrais dire? Parce que bon, on parle de YouTube, on parle d'humour, c'est bien. Est-ce qu'il y a des réalisateurs que tu aimes par-dessus tout, pas forcément français? Ça, c'est intéressant. C'est intéressant que tu mettes le doigt dessus parce que je me souviens que sur ma première FAQ, j'en avais parlé vite fait. Ouais, que tu avais du mal à en choisir. Et voilà, j'avais un peu peur de dire ça parce que je me suis dit, mais ça fait pas cinéphile, les gens ils vont pas te prendre au sérieux si tu dis ça. Et en fait, plus le temps passe, plus je me dis, non, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire que j'ai bien conscience qu'un réalisateur va avoir sa patte artistique et tout. Et en même temps, je vais pas me limiter à un réalisateur, je vais jamais me dire, ce réalisateur, j'ai envie de voir tous ses films. L'exemple que j'ai donné sur ma première FAQ, c'était Le Seigneur des Anneaux, qui est de loin un de mes films préférés. Enfin, la trilogie, bref. Et pourtant, les autres films de Peter Jackson, je les ai pas tous vus, il y en a très peu que j'ai vus. Il a fait des gros films d'horreur très connus. Enfin, il s'est fait remarquer dans le domaine du film d'horreur. Or, le film d'horreur, c'est vraiment quelque chose que j'aime pas. Donc, si tu veux, c'est particulier, tu vois. Et surtout, un film, on a tendance à oublier qu'un film, c'est pas juste la vision d'un réalisateur. Il y a beaucoup de facteurs qui permettent d'arriver au résultat qu'est le film qu'on voit tous en salle. C'est-à-dire que évidemment, il y a une vision du réalisateur qu'on aperçoit dans le film, mais il y a tellement d'autres choses qui interviennent en fait. Enfin, c'est peut-être un peu flou ce que je dis là. Mais voilà, tout ça pour dire que je vois pas de réalisateur qui m'est particulièrement marqué. Juste un
dont j'aime bien le style justement parce qu'il se reconnaît un peu entre chaque film, c'est Robert Zemeckis. D'accord. Parce qu'il a, pour le coup, le réalisateur que j'ai retenu depuis un an, je pense, parce que je me suis vraiment rematé des films comme Retour vers le futur, Forrest Gump évidemment, même Roger Rabbit. En fait, il y a une espèce de pas d'enfantillage, mais c'est très compliqué à expliquer. C'est très compliqué à expliquer, mais c'est comment dire? Il a une façon de faire ça. En fait, il a une mise en scène. C'est ça que je veux dire. Il a une mise en scène. Il y a des tout petits passages qui parfois arrivent à être drôles. Et en fait, tu te dis, il y a un sens du rythme dans l'humour, notamment dans Forrest Gump, par exemple. Dans Forrest Gump, moi, il y a, par exemple, je vais te citer un passage. Enfin, j'ai un passage du film qui me fait, pour le coup, pour moi, dépend totalement de la réalisation de Zemeckis. C'est, je sais pas si tu vois, c'est une toute petite scène où tu l'as vu le film Forrest Gump. Bien sûr. Donc tu sais, ils sont sur le crevettier, ils ont fait masse d'argent avec le crevettier et la tempête et tout ça. Il y a une scène sur laquelle ils sont en train de déjeuner sur le bateau. Ouais. Et la radio les appelle pour prévenir que la mère de Forrest Gump est malade. Et Forrest Gump, son premier réflexe, c'est de se jeter à l'eau. Ouais. Et après, t'as un cut sur Forrest Gump qui rentre chez lui en courant, en fait. Et si tu veux, la scène, elle est drôle, mais pas juste parce que il jette à l'eau. C'est vraiment dans la mise en scène, c'est-à-dire que le plan ne coupe pas. Quand il apprend que sa mère est malade, il se lève et en fait il a un moment de... Tu sens qu'il réfléchit une seule seconde, il fait ok, maman est malade, il se retourne et c'est comme s'il voyait la maison sur la berge, alors que le mec il va traverser les États-Unis pour retourner à sa maison. Enfin, j'exagère un peu, mais voilà. Et le mec, en fait, il a ce côté... c'est justement ce côté idiot, mais pas trop en fait. Tu vois, c'est le côté simple d'esprit et qui fait toute la saveur du personnage, qui transmet tout l'amour qu'on a pour le personnage, quoi. Et pour moi, ce tout petit passage, il est vraiment bien fait. C'est-à-dire que sur le papier, c'est marrant, mais c'est vraiment la mise en scène qui va le rendre totalement, enfin, qui va lui donner un côté un petit peu absurde, un petit peu gag enfantin, et qui va vraiment, pour le coup, te faire rire plus que si on te racontait le passage, justement. Ok, donc, carrément. Je vois en plus très bien le passage auquel tu parles. C'est vrai que pour le coup, c'est un de ceux qui a bien pu me décrocher un sourire sur Forrest Gump, clairement. Moi, je suis un peu poker face quand je regarde des films, mais ouais, clairement, ça faisait partie des. Bah, dès que tu mets Tom Hanks, de toute façon, moi, je suis friand. Je crois que toi aussi, d'ailleurs. Comment ? Dès qu'on met Tom Hanks dans un film, moi, je suis très friand, et je crois que toi aussi. Ouais, carrément. Est-ce que tu as vu le film A Beautiful Day in the Neighborhood ? Non. Et il est très très bien. Je te le recommande. C'est vraiment un petit film du dimanche après-midi. C'est pas un gros blockbuster, tu vois. Mais si un jour tu veux voir un film avec Tom Hanks, c'est un kiff. Ça marche. Bah écoute, ça je regarderai avec plaisir. Y a pas de souci. Ok, on a vu du coup les personnalités. Je suppose qu'il y en a des tas d'autres, mais on va essayer. Il y en a plein d'autres. On pourrait en parler pendant 1 heure. Ouais. C'est ça, je me doute bien. Mais je suis très pareil hein, pour le coup. On me demandait juste dans le chat, sans être film d'horreur, tu aimes les films à haute tension, genre Signe, Hitchcock, Panic Room? Pardon, excuse-moi, je l'ai écouté à moitié parce que j'ai vu un autre message juste en dessous. Ouais. Est-ce que j'aime les films à tension ? Oui, bien sûr. C'est même un peu avec les films à tension que je comble mon manque de films d'horreur un peu, tu vois. C'est-à-dire que les films d'horreur, après je dis films d'horreur, mais par exemple, j'ai vu le film Shining. J'ai conscience que c'est un excellent film, mais j'ai pas réussi à apprécier le film, tu vois. Il m'a beaucoup trop traumatisé pour que j'en ressorte vraiment. Par contre, Signe et les Hitchcock, évidemment, Panic Room, j'ai pas vu, mais les Hitchcock et les films comme Signe, j'ai adoré. J'adore quand un film arrive à créer une tension. Mais après, la violence, c'est toujours un thème très très délicat. Mais oui, j'aime beaucoup les films de tension. Mais un autre exemple, c'est la série Stranger Things. Ouais. Je sais qu'il y a quelque chose un peu enfantin dans la série que, tu vois, c'est un peu le truc que les fans de films d'horreur te diront que Stranger Things, c'est pas de l'horreur. Et pourtant, moi, c'est ce que je rapproche le plus d'un truc d'horreur, tu vois, parce que c'est violent, c'est un peu voilà. Et je sais qu'on est très loin d'un film genre L'Exorciste et tout, mais j'ai vraiment ma dose, on va dire, de suspense dans une série comme Stranger Things. C'est un peu ma limite aussi. Ça marche, effectivement, tu regarderais pas tous les films que moi je peux regarder parce que Stranger Things, c'est vrai que c'est assez soft par rapport à certains trucs. C'est très soft, ouais. Mais ok, très bien. De toute façon, on va parler beaucoup plus en détail un petit peu plus tard du cinéma en règle générale. Ok, donc là tu as vu ta personnalité. On va dire que c'est le joueur du grenier hein, qui apparaît dans les flammes, qui est très bien dessiné dans les flammes. Joueur du grenier, il est en train de jouer
à un jeu de société, un jeu de cartes que tu aimes bien. Je sais pas si t'es très jeu de société ou jeu de cartes. Hmm, Et en Pas tout cas, spécialement. J'y ai beaucoup joué quand j'étais petit. J'aimais bien jouer au poker des fois. Je faisais des tours de magie quand j'étais au lycée. Mais d'accord. non, tu vois, si tu me dis jeu de société, en fait, je vais te parler de jeux de rôle, de Donjons et Dragons. C'est Bien vraiment sûr. ce que je considère comme le jeu de société auquel j'ai le plus joué, quoi. On en parlera à la fin Pas de souci. des jeux de rôle. D'accord, donc pas de jeu de société, mais alors peut-être un jeu vidéo. Et là, tu vas me dire que oui. Un ou Oh plusieurs. oui. Mais beaucoup trop, en fait, beaucoup trop. Bah oui. Là, en ce moment, pour tout te dire, j'ai acheté il y a pas longtemps la version la Definitive Edition de Age of Empires 2. D'accord, oui. Je sais pas si tu connais un petit peu Age of Empires. Bah oui. Oui, oui, je connais bien. C'est, j'ai joué avec des frangins et des cousins et en fait, je joue à ce jeu depuis 20 ans, en fait. Depuis que j'ai exagéré un peu. Depuis que j'ai 6 ans, 7 ans peut-être. C'est vraiment fait partie de mes premiers jeux vidéo quand j'étais Hmm. gamin. Et un énorme kiff, les jeux de stratégie. Voilà. Pour ma part, c'était Age of Mais Mythology. j'y ai joué aussi. Alors j'ai joué à Age of Empire 1, 2, 3, Age of Mythology. Je crois que c'est tout. Je crois qu'il n'y a pas d'autres jeux. Hmm. Oui, mais j'ai adoré la campagne de Age of Mythology. Et la musique est juste incroyable. Mais j'ai parlé de Age of Empire parce qu'en fait je suis en plein dedans en ce moment. Mais c'est pas le jeu que je retiendrai le plus. J'aime beaucoup tout ce qui est jeu de stratégie, mais en fait je pense qu'avec le lien que j'ai avec le cinéma, il y a vraiment un amour que j'ai pour les jeux à histoire en fait. Narratif, ouais. Ouais, voilà, les jeux narratifs, les jeux d'aventure, les jeux qui t'amènent dans une aventure, les jeux qui te font construire un personnage ou qui te font rencontrer un personnage. J'aime beaucoup les jeux de la série Naughty Dog. J'ai D'accord. grandi avec les jeux de Jack and Dexter. Je sais pas si tu connais Jack and Dexter. Si, bien sûr, ouais. Là pour le coup, ça a vraiment fait partie de mes jeux d'aventure qui m'ont vraiment beaucoup marqué. J'ai beaucoup aimé les Uncharted. J'ai beaucoup joué à. J'ai fait la trilogie des Mass Effect, Mhm. donc un jeu d'aventure RPG science-fiction. Les Elder Scrolls, non? J'ai joué à Skyrim. J'ai pas joué aux autres Elder Scrolls, mais oui, j'ai fait, on va dire, mon temps sur Skyrim. Ouais. J'ai développé un maître de la guilde des voleurs qui one-shotait les dragons avec son arc. Oui, en faisant du dégât x12 ou x6 en fonction de l'arme que tu Voilà. utilises. Exactement. Mais ouais, en fait, j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup de plaisir à jouer à des jeux qui m'emmènent dans une histoire. Là, un des derniers jeux auxquels j'ai joué, c'est The Last of Us Partie 2 et Détroit, que mon petit frère m'a fait découvrir. Et en fait, c'est des jeux qui... En fait, c'est un peu comme un film avec un truc en plus, tu vois, Détroit, tu prends des décisions tout au long de l'histoire, et quand tu finis le truc, il y a un côté où c'est un peu comme si le jeu te disait, bah t'es responsable de ce qui s'est passé. Et du coup, en fonction de comment se finit ton histoire, tu te dis un peu, ouais, ok, d'accord. et ça te fait réfléchir, c'est très philosophiquement parlant, c'est un peu... voilà. Pour la petite promo de mon invité précédent de la semaine dernière, il a travaillé sur Détroit. En Ah ouais l'occurrence, il a travaillé sur une séquence surtout parce que je sais plus, je crois qu'il était soit en stage ou un truc comme ça. Je me souviens plus exactement. Mais il a travaillé en fait sur la séquence, je sais pas si ça va te parler, où c'est une espèce de cerf et tu poursuis un des mecs qui. J'ai pas entendu. Une espèce de quoi? De cerf. Et il y a De plein cerf. Ouais, de cerf, une grande serre de botanique quoi. Et tu poursuis un mec là-dedans. Et, Je vois très bien. et du coup, il y a plein d'IA tout autour, et en fait, il a travaillé sur ces interactions-là. Si je dis pas de bêtises, s'il regarde le live, il me contredira dans le chat. Mais voilà, mais il a travaillé là-dessus. Ok. Et en fait, alors dans les jeux vidéo, tu avais fait une vidéo justement où tu parlais du jeu vidéo comme étant le 8e art. Enfin, en tout cas, tu sous-entendais bien ça. Et en fait, ta vidéo, je me suis vraiment. C'est presque un peu gênant. De quoi? Je trouve que mes premières vidéos sont pas très bien faites. Du coup, savoir que tu es allé voir mes premières vidéos, ça me. Ah, mais oui, J'ai mais. Je regarde tout, moi, figure-toi. Ah, ça me Non, touche. mais. Mine de rien, cette vidéo, bah, peut-être que sur la structure ou quoi, ou qu'est-ce, je fais même pas de vidéo moi-même, donc là pour le coup je pourrais pas la critiquer, j'en consomme mais j'en fais pas. Mais par contre pour ce qui est du message, en fait, je me suis vraiment retrouvé dans ce que tu disais par rapport en fait à l'importance du gameplay. Et c'est vrai que le gameplay c'est fondamental quoi. Et c'est Après, ça l'art pour moi. totalement. Après, j'ai conscience que ce que je dis là dans ma vidéo en fait, pour tout te dire, cette vidéo, c'était un article que j'ai écrit dans un projet de fac
D'accord. Quand j'étais à la fac, j'ai fait 3 ans en langue étrangère appliquée. Et en fait, on avait plusieurs matières, dont une matière de communication. Mhm. Et un des projets dans ma deuxième année, c'était on était en groupe. Et on devait faire un magazine, le numéro d'un magazine en fait. Ok. On devait inventer un concept de magazine et sortir juste un numéro avec 42 pages, je crois. Alors du coup, on avait fait un truc sur l'art de manière générale. Je sais plus trop ce qu'on a fait. Il doit être quelque part par là dans mon bureau. Bref. Et c'était sympa, c'était une expérience intéressante et tout. On a bien bossé. Et dessus, j'ai écrit quelques articles. Donc il y en avait une sur la langue elfique, il y en avait une sur les blockbusters, sur des trucs comme ça, sur le cinéma. Et du coup, il y avait un article qui s'appelait l'art à part de le jeu vidéo. Et du coup, je développais l'idée comme quoi le jeu vidéo pouvait être un art. Et c'était avant que je fasse la chaîne YouTube. Et quand j'ai créé la chaîne YouTube, je me suis dit, mais en fait, ce serait marrant que je reprenne cet article et que j'en fasse une vidéo. C'est comme ça que j'ai écrit. Donc du coup, la vidéo, encore une fois, tu vois, la vidéo, elle était encore écrite quelques mois à l'avance, tu vois. C'est intéressant. Mais du coup, j'ai conscience que ce que je dis dans la vidéo, je suis d'accord avec ce que je dis, sinon j'aurais pas fait la vidéo. Mais j'ai conscience aussi que c'est vraiment un point de vue très. Je parle pas en tant qu'expert, tu vois. Je me considère pas comme un expert du jeu vidéo. J'ai pas conscience du monde que c'est. Je parle vraiment en tant que fan. Et en tant que fan, c'est plus une invitation à l'ouverture d'esprit qu'une vraie analyse, si tu veux. Je dis juste vite fait que il y a du gameplay, que c'est ça qui pourrait rendre le jeu vidéo un art. Mais l'idée, c'est plus, si tu veux, le message de la vidéo, pour moi, c'était surtout de dire, les gars, dans un jeu vidéo, il y a tellement de choses, c'est tellement riche que vous pouvez pas juste. En fait, quand on dit que c'est pas de l'art, c'est vraiment, il y a un mépris vis-à-vis du jeu vidéo. Je vois pas d'autre raison de dire que le jeu vidéo, c'est pas de l'art. Ça veut dire que juste, tu t'y intéresses pas, t'aimes pas ça, ou alors t'as une mauvaise expérience vis-à-vis des jeux vidéo, ce qui peut être compréhensible. Mais juste, après, j'ai un peu tendance à dire que tout est artistique, tu vois. Un peu comme dans Ratatouille, tout le monde peut cuisiner. C'est ça, tout peut être artistique si tu vraiment mets de la passion dedans, si tu t'investis dedans. Clairement. Si demain je prends un papier et un crayon que je fais un dessin, si je mets du cœur à l'ouvrage, je peux faire une œuvre d'art. Et si demain une grosse société de production sort un millième dessin fait à l'arrache juste pour faire du fric, ça sera pas vraiment une œuvre d'art. Et pourtant, ça sera du dessin. Et donc, voilà, jeux vidéo pour moi c'est ça. Oui, il y a des produits de société qui développent pas les gens, qui sont pas intéressants. Et il y a des jeux, quand tu les finis, comme devant un film, tu restes tout le long du générique à te dire quelle claque je viens de prendre, quoi. J'avais posé cette question il y a très longtemps à un pote, j'avais eu ce débat-là, et en fait lui il ne le considérait pas comme un art, mais parce qu'en fait il considérait que c'était une association en fait de plusieurs arts. T'as effectivement de la musique, t'as de l'imagerie, t'as ce qui se tient, mais et c'est qu'en fait l'argument en fait le gameplay en lui-même, le gameplay seul, mais il peut pas exister tout seul en fait. Il a besoin d'un contexte pour émerger. Quoique en plus c'est pas tout à fait vrai. On voit des jeux comme Beat Saber ou des trucs comme ça où c'est juste des formes finalement. Et le gameplay, oui, pourrait littéralement exister seul. Je pense que. Alors, c'est hyper intéressant ce qu'il dit, et en même temps, je suis pas d'accord. Mais c'est pour ça que je trouve ça intéressant. Si tu veux, encore une fois, moi j'ai peut-être un point de vue un peu niais, hein, qui sait. Mais j'ai tendance à dire que tout est artistique, et pour moi le gameplay est artistique. Mais en fait, là, ce que ton pote a dit d'intéressant, c'est quand il dit le jeu vidéo c'est une combinaison de plusieurs arts. Et moi j'ai envie de répondre, quel art n'est pas une combinaison d'art? Dans une pièce de théâtre, dans une pièce de théâtre, par exemple, tu as des costumes, tu as du théâtre ou de l'acting, mais tu as aussi des décors, tu peux avoir de la musique, tu peux avoir de l'écriture, tu vois, comme quelqu'un qui aurait fait tu peux avoir, comment dire, de la littérature dans l'écriture du scénario, par exemple. Tu peux avoir, je sais pas moi, tu vois ce que je veux dire, dans une œuvre d'art, tu as de toute façon une combinaison des arts. Dans le cinéma c'est le meilleur exemple. Dans un cinéma, tu as du théâtre, tu as de la musique, tu as des décors, tu as ce que tu veux dans le cinéma en fait. Mais c'est pour ça qu'il y a pas dans le cinéma, pardon. Il y a des gens justement qui auraient tendance à encore ne pas considérer, bon ils sont un peu prout-prout, hein, bon on s'en reste entre nous, mais qui ne considéreraient pas le cinéma comme un art pour les mêmes raisons en fait. Mon prof de communication m'a dit que le cinéma c'était pas de l'art. Ah. C'est le gars pour qui j'ai fait le magazine et tout. Et vraiment, genre, tu vois, on passe plusieurs mois sur le magazine et tout. Bref, on prime comme des malades pour vraiment faire un truc bien. Et j'en étais content du résultat. J'étais content de mes articles. Et je sais plus comment ça. Faudrait que je retrouve. Si je pouvais fouiller mes affaires, là, je suis sûr que je retrouverais. Mais. Non, tu es emprisonné dans les lianes du sorcier Potterhead. C'est vrai. Tu ne peux pas bouger. Ça Potterhead. Je les aurais tous. Mais.
Oui, je me souviens que j'avais fait plusieurs articles sur le cinéma. Et en fait, on avait dit au prof que le thème de notre magazine, c'était l'art de manière générale. Hmm. Et du coup, le prof me disait, mais ça rentre pas dans le sujet. Je dis, comment ça? Il me dit, bah, parce que le cinéma, c'est plus une industrie qu'un art. Et moi, j'étais genre, oh là là, tu sais pas sur qui t'es tombé, mon vieux. Je dis, bah non, qu'est-ce que vous racontez, monsieur? C'est pas... Enfin, Le fait est que tu Ouais. pourrais faire de l'industrie avec tous les arts, hein, pareil, sur n'importe quel art, en fait, tu peux faire de la surproduction, tu peux faire des trucs sans âme, enfin, c'est possible, dans le Ah, principe. l'art, c'est justement, pour moi, l'art, c'est quelque chose de, à la fois, enfin, quelque chose de très vague, de très complexe, qu'on maîtrise pas toujours. Et partant en fait, il y a un côté carte blanche pour moi dans l'art. C'est un peu comme ça que j'aime voir les choses. J'aime me dire que dans l'art, c'est carte blanche. Ouais. Enfin, il y a des choses qui pour certains vont sembler artistiques et pour d'autres non. Tu vois, on s'était dit un autre truc en faisant le magazine. Je crois que ça fait partie d'un autre article qu'un pote avec moi avait écrit dans le magazine sur la gastronomie. La gastronomie, c'est alors, arrête-moi si je me trompe, hein, mais si je me trompe pas, ça ne rentre pas dans les 7 arts majeurs. Bah, ça, je pourrais même pas te le dire, alors, je vais regarder les 7 arts. Les 7 arts. 7 ans, on est d'accord. Oui, bah, enfin, ouais. Architecture, sculpture, art visuel, peinture, dessin, musique, littérature, art de la scène, cinéma. C'est ça. Donc la gastronomie ne fait pas partie de l'art. Et pourtant, tous les passionnés de cuisine, je pense qu'ils seront d'accord pour te dire l'inverse. Pour te dire, mais tu rigoles, enfin, il y a qu'à voir, tu vas dans un restaurant 4 étoiles, je sais pas quoi, personnellement je m'y connais pas beaucoup en cuisine, mais moi non plus. un mec qui fait des études pendant longtemps pour te servir des plats qui te fait payer 80 € l'assiette, il y a intérêt à ce que ça soit de l'art à ce stade-là. C'est ça. C'est ça. Mieux que l'espèce de barquette que t'achètes 5 € à Leclerc. Et encore une fois, tu vois, on peut tout industrialiser. C'est ça, bah oui, tout à fait. Ouais. Industrialiser et on peut en faire de l'art. Le cinéma, on l'a industrialisé et on peut aussi en faire de l'art. Si demain je sors une vidéo d'1 h 30 sur une fiction que j'ai tournée moi-même, bah ça sera pas de l'industrie, ça sera de l'artisanat. Oui, bien sûr. Ça sera un film. Enfin, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Mais voilà, quoi. Ok. On s'est un peu éloigné du sujet, je crois. Non, pas du. Enfin, c'est très bien. Hein. Moi, c'est complètement l'idée de mon format. Du coup, tu es toujours emprisonné par les ronces de notre ami le sorcier Potterhead, qui te regarde et qui te dit: pour te libérer, je vais te poser une question. Le Seigneur des Anneaux ou Harry Potter? Je me marre et je me dis: est-ce que j'ai vraiment besoin de répondre à cette question? Ah oui. Ah, c'est humiliant de répondre à cette question. Ah bah, écoute. Le Seigneur des Anneaux, évidemment. Et tu le vois, donc il se crispe complètement. Ta réponse ne le convient pas. Il s'appelle Potterhead, tu vois. Et sa peau commence à se rétracter complètement. Ses muscles s'affaissent, ses os se brisent. Ouais. Juste pour renchérir, je vois que je l'énerve. Et du coup, pour renchérir, pour l'énerver encore plus, je me moque de Harry Potter. Je lui dis: attends, le premier film, il commence sur un mec immense qui descend du ciel en moto, avec des clochards qui déposent un bébé sur... C'est de la merde, Harry Potter. Ah bah alors là tu le termines complètement, il se rétracte complètement, ça s'enfonce dans son propre cœur et il explose. Il explose littéralement devant toi. Tu as tué un Potterhead. Je peux pas faire ça. Ah ouais, mais tu l'as énervé. Et il se trouve que c'est sa façon de réagir. Ok. J'ai tous les Potterhead. Étant mort, les lianes autour de toi, les ronces qui s'étaient élevées, commencent à fondre complètement et disparaissent. Tu es pris subitement d'un instinct et tu penses que pour pouvoir sortir d'ici, il va falloir que tu rejoignes la cité. Maintenant, c'est ton objectif que tu as en tête. Et pour rejoindre la cité, tu es obligé de traverser la forêt. Ah, la forêt, d'accord. Il reste des trucs sur Feu le Mage? Non, il s'est Feu le Mage, exactement. Bah, même le feu s'est éteint, pour tout te dire. Ah mince. On pourra pas voir c'était quoi les autres petites boulettes? Les autres petites boulettes? Les petites flammes, là, tu sais. Il y en avait que 2? Il y en avait. En fait, il y en avait dépendamment du temps qu'on prenait pour y répondre. Il y aurait pu en avoir plus, mais si. Je t'avais dit que j'ai pas. Non, mais il y a aucun souci. Au contraire. Bon, le travail. Ça marche carrément. Alors du coup, voilà. Toi, tu t'es débarrassé du mage de la plus belle manière qui puisse être. Te rends-tu dans la forêt, du coup? Bah, y a pas le choix. Ah bah non, y a pas le choix. Ah non, là c'est un petit peu un porte-monstre trésor, là c'est...
Bah, écoute, allons-y, allons-y. C'est certainement le pire jeu de rôle que j'ai masterisé. Allô, tu m'entends? Oui, allô? Ah, je t'ai Je perdu. ne t'entends plus. Zut. Tu ne m'entends plus. Ah, mes amis, problème technique. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vérifions que tout se passe bien. Je ne sais pas si tu m'entends, mais je ne t'entends plus. Alors, hop, on va relancer l'appel de ce pas. Je suis désolé, j'ai bugué. Ouais, Allô, allô? Oui, tu m'entends? Oui, je t'entends. Super. Je Je t'entendais. sais pas si c'est toi ou moi, mais il y en a un qui a bugué. Je t'entendais aussi, mais enfin avant de raccrocher, mais ouais, ça avait planté. Bon, bah, très bien. Du coup, Ou moi. je disais que c'était de loin, vu que c'était du porte monstre au trésor, là c'est de loin le pire jeu de rôle que j'ai jamais masterisé. Techniquement. Je suis désolé. Non, non, mais c'est moi, hein, mais c'est fait pour. C'est juste pour décorer l'interview un minimum. Donc tu arrives dans la forêt, forêt plutôt inquiétante. Toi qui n'aimes pas en plus ce genre d'ambiance un peu horrifique, mais c'est pas tellement horrifique. Là, c'est plutôt inquiétant dans le sens rôlistique du terme. L'ambiance est assez pesante, il y a de la verdure dense, tu arrives à difficilement marcher. Quand subitement, après que tu aies marché une bonne dizaine de minutes, tu te retrouves encerclé par des yeux jaunes qui s'ouvrent tout autour de toi. Et les yeux jaunes laissent très vite place en fait à des gobelins en fait, des petites créatures verdâtres qui s'approchent tout courbées et qui t'encerclent complètement. Et manque de bol parce que tu as décidé de te faire prendre prisonnier très souvent, il y a une corde qui se resserre sur ton pied, tu as marché dans un piège et tu te retrouves suspendu, la tête en bas, devant tous ces gobelins. Alors, Ok, je ne vais... je m'y regarde, je soupire, et je dis laissez-moi deviner. Vous aimez Harry Potter vous aussi? Non, il n'aime pas Harry Potter. En fait, tu reconnais l'endroit et tu es dans la forêt des gobelins mal doublés. Oh. Oh, ça promet. Si bien que y a un espèce de gobelin plus gros que les autres, avec une belle couronne, un peu style du gobelin qu'on peut apercevoir dans Bilbon le Hobbit. Le gobelin s'approche de toi assez lentement, il est vraiment massif, il a des pustules partout et tout. Les yeux injectés de sang, il a l'air agressif, vraiment très très agressif, et fait « Bonjour !» Pour pouvoir te libérer, tu vas devoir répondre à quelques-unes de nos questions et on te dira ce qu'on attend de toi. Il est relativement mal doublé. Tous les gobelins qui sont derrière, qui ont l'air d'avoir des voix criardes, tu entends des peu chers. On va pouvoir te libérer si tu réponds à nos questions. J'ai entendu des légendes sur cette forêt, mais ça minimise grandement la vérité. Oh oui. Du coup, tu es effectivement dans cette forêt, tu es pris au piège. Et la première question est la suivante. On va parler de cinéma cette fois-ci. Est-ce qu'il y a une œuvre que tu préfères, justement on parle de doublage, en VF plutôt qu'en VO? Est-ce qu'il y a une œuvre... Bonne question. Alors dans un premier temps, on va inclure les films d'animation. Parce qu'il y a des animations qui peuvent être meilleures en VO, enfin ça pourrait. Ouais. Et après, on va essayer de retirer les films d'animation pour vraiment prendre un film qui n'en est pas. C'est intéressant de retirer les films d'animation parce que de base, les films d'animation, je les découvre toujours en VF et rarement je regarde des films d'animation en VO. Ouais. Quelques exceptions, c'est Attaque des Titans, que j'ai pas fini d'ailleurs, mais que j'ai regardé, j'ai découvert, un de mes cousins m'a fait découvrir ça en version originale. Le doublage japonais, c'est quelque chose de très qualitatif, donc c'est kiffant. Et l'autre exception, c'est Ratatouille que j'ai revu il y a pas longtemps en VO. Ouais. Et je trouve ça très kiffant de voir ça rajoute le côté de la France idéalisée par les États-Unis en fait. La façon dont de parler français et tout, c'est assez kiffant. Mais du coup, j'ai répondu à ta question à l'envers, tu te rends compte? C'est bien. Du coup, voilà. En fait, dans le film d'animation, est-ce qu'il y a un film d'animation dont je préfère la VF à la VO? J'ai presque envie de te dire tous à part ceux-là, tu vois ce que je veux dire? C'est là où c'est terrible. En général, dans l'animation, je préfère toujours la VF à la VO. Il n'y a pas de... Ouais, c'est plus dans ces exemples. Donc, ce que je te propose, c'est de retirer directement les films d'animation. Allez, on retire les films d'animation. Et maintenant...
Est-ce que je... Quand est-ce que je préfère la VF à la VO? Ah, c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ah, c'est compliqué parce que c'est vrai que en fait dans la VO t'as vraiment l'émotion de l'acteur qui passe bien en fait, qui te transcende quoi. Et la VF et en fait la VF soit elle est réussie, soit elle est pas réussie, mais elle va rarement dépasser, on va dire, l'œuvre originale pour moi. Ou alors si elle dépasse l'œuvre originale, c'est que l'œuvre originale avait un problème avec ses acteurs que limite le doublage a corrigé. Il y a un exemple comme ça, c'est la prélogie Star Wars. Avec le mec qui joue Anakin, Hayden Christensen, ça a fait un bad buzz pas possible parce que tout le monde disait qu'il jouait très mal et tout, et c'est vrai que quand tu vois ses expressions faciales et tout, il a un peu de mal. Et en fait, pour le coup, je trouve que le doublage VF de Anakin Skywalker est mieux que l'acting de Hayden Christensen. Alors, certains me diront que c'était pas compliqué à faire ou quoi, mais du coup, quelque part, la VF de Anakin Skywalker est intéressante. Et d'ailleurs, j'ai même vu une petite vidéo sur YouTube en anglais, et le mec, c'était vraiment une vidéo qui durait 50 secondes, tu vois, et c'est le mec qui mettait le fameux No de Dark Vador dans La Revanche des Sith, quand il apprend que Padmé est morte. Et en fait, il juxtapose les deux passages, le premier en VO et le deuxième en VF, et le titre c'est « Regardez comment la VF est mieux que la VO ». Et ça m'a fait rire. Donc ouais, je serais tenté de te dire ça. Ça peut m'intéresser ça. Le titre est en anglais, je saurais pas te dire. Je suis tombé là-dessus à 2h du matin une fois, mais ça m'a fait rire. Et donc je serais tenté de te dire ça, ouais, pour le doublage en VO, pour le doublage en VF, meilleur que la VO. Mais bon, c'est un peu triste comme réponse, parce que c'est vraiment basé sur le fait qu'un des acteurs jouait mal, quoi. Ouais, j'ai cru comprendre. Bon, après, la question était dure. Ouais, c'est une question difficile, mais on va dire ça. Après, peut-être pour répondre un peu plus facilement, est-ce que tu as des voix françaises que tu as parlé, je me souviens plus de son nom, de celui qui double Scar notamment et Gandalf? Oui, Jean-Pierre qui malheureusement est décédé il n'y a pas très longtemps. Ouais, alors lui, vraiment exceptionnel, c'est pareil, c'est une voix qui résonne dans mon enfance et tout ça, et Gandalf quoi. Est-ce que tu as d'autres personnes que tu aimes bien, des voix françaises que tu apprécies beaucoup? Dans le doublage? Ouais. Ouais, forcément, dans le doublage c'est vraiment un truc... J'aimerais bien en faire, quoi. Je sais pas si j'aimerais bien devenir comédien de doublage professionnel ou pas, mais j'adorerais juste faire l'expérience, et j'aimerais beaucoup doubler des personnages dans des dessins animés, par exemple. Être la voix d'un personnage. Il y a évidemment Roger Carrel qui lui aussi nous a quittés il y a pas longtemps, malheureusement. 2020, décidément. Mais ouais, la voix de Roger Carrel, c'était vraiment quelque chose. Quoi d'autre? Quelle autre voix? Il y a plein de voix. En fait, dès que je reconnais une voix, je me dis, ouais, c'est vachement bien. Ah, il y a la voix de... Ah, comment il s'appelle? J'aime bien sa voix. Le mec double Robert Downey Jr., donc c'est la voix d'Iron Man. Ouais. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi c'est la voix d'autres personnages, et en fait, quand tu le vois, quand tu t'en rends compte, tu te dis, oh mince, j'avais pas du tout fait le lien, en fait. Alors, je vais essayer de Par t'aider. exemple, il fait Iron Man, il a doublé dans certains films Antonio Banderas. Bernard Gabet. Évidemment, il a doublé Bernard Gabet, c'est ça. C'est lui aussi qui double Viggo Mortensen. D'accord, oui. Donc en fait, il est la voix d'Iron Man et d'Aragorn. Et même si c'est deux personnages dont je connais très bien la voix française, ça m'a pris des années avant de faire ce lien. Je me suis dit, mais moi... Tu me l'apprends parce que je savais pas du tout, effectivement. D'accord. C'est... Ouais, j'aime bien la voix de Bernard Gabet. C'est compliqué, hein. Vu que t'aimes bien le doublage, est-ce que tu consommes de la saga audio, un peu? Ou t'en as consommé, G10? J'en ai consommé, j'en consomme pas tant que ça. Un peu de manière à Richard Darbois. Ah oui, Richard Darbois, c'est Harrison Ford. Je lis le commentaire de Coincoin 47. Oui, effectivement, oui. Richard Darbois, si je me trompe pas, c'est Harrison Ford. Et effectivement, il a une voix incroyable. Ah, la saga audio, le Donjon de Nalbuck. Saga audio. Donjon de Nalbuck, justement, c'est ce que j'allais dire. Donjon de Nalbuck, ça fait partie des premières séries audio. Mais en fait, j'ai découvert les chansons de Nalbuck avant de découvrir la série audio. Ouais. C'était assez marrant. On avait un CD... Noël Band, ouais. Il sort un vieux CD gravé qui s'appelait Machin de Taverne, et dessus il y avait des chansons comme... En fait, tout était scénarisé, en fait. C'est ça qui était marrant, c'était les aventuriers étaient dans une taverne, et entre deux discussions, il y avait des chansons. Et donc il y avait la chanson de À l'aventure compagnon, Mon ancêtre Gurdil, il y avait des fausses publicités, genre le casque le baume, l'épée du Randil. Il y avait une parodie de...
Hotel California du groupe Eagles. Bien En sûr. fait, c'est les elfes qui jouent au Bienvenue en forêt de Lothlorien. Enfin, c'est vraiment très cool. Donc j'ai commencé avec Nullbuck. Et deuxième référence en série audio, ça va être les 2 minutes du peuple. Ah, bah j'en étais sûr, Les François deux Pérusse, trucs, évidemment. Ouais, c'est les 2 minutes du peuple, de temps en temps, je m'en réécoute. Hmm. Et Bah, le mec, je pense que c'est le mec qui gère le mieux le format audio. c'est même l'un des, ouais, c'est l'un des pères fondateurs du format audio moderne pour moi, ou de l'humour en petites cartouches comme ça. Je crois qu'il avait inspiré Pen of Chaos, je crois qu'il a inspiré beaucoup de gens, de toute manière. Je sais pas de quand ça date en fait, 2 minutes du peuple, parce que C'est du coup, vieux. j'ai découvert ça un peu, voilà, j'ai découvert ça beaucoup plus tard. C'est très Et, vieux. mais en fait, Il- des fois avec mes frères, on se ressort des extraits comme ça, et c'est le genre de truc que tu peux pas. C'est indescriptible en fait, il faut l'écouter pour comprendre. 1990, les 2 minutes du peuple. Oh, à ce point. Ah oui, non, c'est vieux, et puis il va sortir un album là. Allez donc. Il va- Mais c'est vraiment excellent. Non, bah, il a, je crois, 15 albums du peuple, et moi je suis un fan. François Pérusse, le sang de la veine. Clairement. Il y a un passage, l'autre jour, je me réécoutais un tout petit extrait où c'est rentre deux mecs dans un restaurant. Et pour te dire, en fait, il y a un moment où le mec leur envoie un serveur. Oui. Et en fait, le truc, c'est que tu peux pas raconter la blague. Non, bien sûr. Le gag du truc est dans l'audio, mais dans l'audio, c'est juste parfait, quoi. T'entends le serveur qui se casse la gueule et tout. Et c'est juste. C'est calibré au détail près, c'est rythmé, en matière de rythme, d'humour, c'est un bonbon le truc, c'est génial. Ah, c'est un artiste, lui aussi c'est un artiste pour le coup. Ouais, j'aime beaucoup. Moi je voulais me lancer dans la saga audio, mais pareil, là c'est plus manque de motivation, je vois que ça perce pas en fait, les sagas audio ça a plus trop de public, malheureusement. C'est surtout un public de niche. C'est vrai, même les 2 minutes du pape sur YouTube, c'est pas ce qui fait le plus de vues, tu vois, les gens sont pas connaissent. Je trouve ça vraiment dommage. Et paradoxalement, ça fait pas tant de vues que ça, mais il y a beaucoup de gens qui connaissent quand même les 2 minutes du peuple, mine de rien. Qui ont au moins entendu un petit peu dans leur enfance, quoi. Encore une fois, est-ce que c'est notre génération? Ah, c'est possible. Tu vois, les générations d'après, je sais pas s'ils connaissent. Au Canada, en tout cas, c'est une superstar. Tu t'as dit que t'étais allé au Canada, je sais pas si t'es allé à Québec ou au Québec en... Il est québécois, en fait, François Pérusse. Il est québécois, bien sûr, ouais. Oui, alors le Canada, c'est encore une histoire, ça. Alors, j'ai été au Canada, je suis allé à Vancouver pendant 2 mois l'an dernier. Et en fait, le Québec, j'y ai vécu quand j'étais tout petit. Enfin, mes parents y ont vécu, du coup, on va dire. Et quand j'avais entre 2 et 4 ans, on est parti s'installer au Québec avec mes parents et tout. Ouais. On est revenu s'installer plus tard en France pour des raisons familiales. Mais ce qui était marrant, c'est que j'étais tout petit à l'époque. Et en fait, quand j'avais genre 5 ans, 6 ans, j'étais un peu teubé. Et du coup, je pensais que j'étais québécois au début. Au début de ma vie, je croyais qu'on venait tous du Québec en fait. Ça peut avoir du sens. Ça avait du sens pour moi, mais bon, il a fallu qu'on me remette un peu la tête en place, quoi. Mais ouais, le Québec, malheureusement, je suis pas encore retourné, mais j'aimerais beaucoup retourner là-bas. C'est vraiment, du coup, j'en ai des souvenirs vraiment de petite enfance, tu vois. Et c'est vraiment, je sais que je suis pas objectif là-dessus. Je sais que le Québec ne ressemble pas à ce que je voyais quand j'avais 4 ans là-bas. Et pourtant, il y a vraiment un vrai kiff, même au Canada, parce que c'est le même décor en fait. Quand tu vas au Canada, t'as vraiment j'ai l'impression de retourner chez moi en fait. C'est très bizarre. J'y ai vécu moi 6 mois pour mes études en fait. Je me suis installé là-bas pendant 6 mois. Ouais, à Québec en fait. À côté de Québec City, ça s'appelle Lévis-Lauzon. Pour finir mes études, j'ai fait 4 mois et 2 mois de stage. Et oui, clairement, pour moi, je me sentais vraiment très très bien là-bas. C'était assez bluffant. Alors que pourtant, il faisait froid. J'ai rencontré une québécoise quand j'étais au Canada l'an dernier, avec qui j'ai beaucoup discuté. Et apparemment, les Québécois, plus le temps passe, moins les Québécois apprécient les Français. Alors, il y a toujours eu un peu cette rivalité et tout. Mais ouais, c'est peut-être le seul point négatif, c'est que en fait, il y a beaucoup de Français qui partent au Québec. Et apparemment, tous les Québécois sont pas fans de cette immigration en fait. Je sais pas si on peut parler d'immigration, mais oui, en quelque sorte. Si, c'est ça, c'est complètement ça en fait. C'est littéralement ça. Et ça a les avantages et les inconvénients de toute forme d'immigration en fait. Donc c'est toujours des débats dans la société. Surtout que il y a beaucoup de Québécois, surtout quand tu vas plus au nord, vraiment à l'extrême nord du Québec, tu en as beaucoup qui sont assez xénophobes en fait, qui ont des comportements. Moi déjà à Québec, c'était déjà pas mal dans le nord. Bon, c'est pas l'extrême nord. Et je sais que on va dire 1 sur 3
me regardaient mal, quoi. Ou en tout cas, dès qu'ils entendaient ma voix et qu'ils entendaient que j'avais pas leur accent, j'étais pas le bienvenu, quoi. Et je suis déjà entré dans plusieurs boutiques où je me suis pas senti du tout accueilli, quoi. Et à l'inverse, la fille avec qui j'ai discuté me disait justement qu'elle connaissait des gens qui avaient volontairement perdu leur accent français pour mieux s'intégrer, dans la société québécoise, parce que du coup c'était vraiment un frein, quoi. Ah, c'est fou, hein. C'est fou. En même temps, c'est fou. En même temps, tu te mets dans la peau d'un arabe qui arrive en France, je pense qu'il a les mêmes problèmes, hein. Ah ben, Il y a des bien gens sûr. avec un accent arabe, tout de suite ils vont. C'est ça, hein, c'est comme ça. C'est même encore plus difficile parce que, entre guillemets, quand tu arrives au Québec, tu peux te faire passer, tu as juste à modifier ta voix et c'est assez facile du coup. Enfin bon, là ça devient des sujets un peu socio-culturels, un peu compliqués. On va peut-être changer de sujet. Mais enfin, voilà. Ah, c'est carrément moins fantaisie, on touche plus à l'imaginaire. Remarque, c'est des sujets qui m'intéressent aussi. Mais peut-être pour un autre format. Là-dessus, le Québec et le Canada, un vrai kiff. Vraiment un vrai kiff, quoi. Bah c'est peut-être là-bas que j'ai le plus joué, le plus fait de jeux de rôle finalement, sans doute. Parce qu'il y avait un club en fait. Il y a une vraie communauté de jeux de rôle. En fait, j'étais au cégep de Lévis-Lauzon et si tu veux, t'as plein de clubs, hein, comme dans beaucoup d'universités là-bas. Et t'avais un club de jeux de rôle et de cartes Magic et de jeux de société aussi. Et étant un gros fan de jeux de société, de cartes Magic et de jeux de rôle, bah forcément j'y suis allé et c'était vraiment très bien, quoi. Ouais, j'ai vu aussi, je crois qu'il y a des grosses communautés de GN là-bas, je sais pas si tu vois ce que c'est le GN. Ah oui, bien sûr. Ouais. Je n'ai jamais fait, puis honnêtement, je sais pas si c'est quelque chose qui me tente plus que ça. Je préfère le côté un peu plus jeu de rôle papier, tu vois. Mais des fois, je tombe sur des vidéos sur YouTube et vraiment, il y a des rassemblements là-bas. Je connais pas beaucoup le GN, il y a peut-être les mêmes rassemblements en France en vrai, tu vois. Il y en a. Mais au Québec, t'as vraiment l'impression que c'est un truc bien répandu et bien ancré. C'est assez stylé à voir. Il y en a à tel point que justement je fais la promo du live de la semaine prochaine, j'accueille justement un gars qui est organisateur de GN et qui fait du jeu de rôle papier aussi, qui a une très grosse commu de jeux de rôle papier à Paris et qui fait du GN. Il y en a pas mal, mais là avec le Covid c'est mort, mais tant pis, hein. Je vais faire de la pub moi aussi quand j'ai fait la convention sur les tables uniques à Ploua. J'ai fait les 2 premières éditions. Il y a un groupe de GN qui s'appelle la Châtellerie Nantaise. D'accord. Et donc une page Facebook, si les gens du chat veulent aller y faire un tour sur Facebook, ça s'appelle la Châtellerie Nantaise et vraiment les gens c'est des gens adorables. Vraiment, ils ont été super sympas et tout. Généralement, c'est une belle communauté quand même, ouais, carrément. Ouais, en général, les gens sont très ouverts d'esprit, très. Enfin, il y a un effet communautaire qui s'installe. Voilà, les gens sont agréables, quoi. Ok. Alors, si on repart un peu de cinéma maintenant. C'était le sujet. C'était le sujet des Gobelins à la base. Alors, j'aurais voulu te faire l'affront de te demander tes films préférés, mais tu y avais déjà répondu aussi dans une FAQ, et puis c'est compliqué de citer des films préférés, j'entends très très bien. Est-ce que tu as 3 films, ou 2 ou 3 films, qui en ce moment te font marquer récemment, des films que tu pourrais conseiller aux gens? Récemment, ça c'est une bonne idée. Parce que souvent on dit film préféré et tout, et en fait les gens posent la question à moitié, parce que souvent on me disent ouais, bah en fait c'est Seigneur des Anneaux et tout. Et oui, le Seigneur des Anneaux, en fait ce que j'ai dit à tout le monde, c'est que le Seigneur des Anneaux, je vois ça comme ma Bible. C'est-à-dire que la Bible, je pense, c'est pas le livre préféré de quelqu'un. Mais par contre, c'est un livre qui peut être important pour certaines personnes. Et ben, pour moi, Seigneur des Anneaux, c'est ça. Et du coup, mon film préféré, je sais pas si je dirais que c'est Seigneur des Anneaux. Mais bref, 3 films qui m'ont marqué récemment. Alors récemment, je suis pas allé. Heureusement, je ne suis pas allé au cinéma. Non. Donc j'ai pas découvert tant de films que ça. Le dernier film que je suis allé voir au cinéma, c'est Adieu les cons de Albert Dupontel. Je sais pas si tu l'as vu. Non. C'était vraiment juste avant le reconfinement. D'accord. Et très intéressant. Il y a des trucs que j'ai pas aimé dans le film, mais j'ai trouvé que c'est un film vraiment très bien fait. Le casting était bon et tout, et t'as des décors très beaux. Et en fait, Dupontel met en scène ses films de manière très originale. T'as vraiment des plans qui sont très bien travaillés, et tu sens que le mec fait des efforts. Tu vois, c'est une comédie en plus. Sans l'intrigue, ça raconte l'histoire d'un mec qui est désespéré, qui en peut plus de son travail et tout, et qui veut se suicider. Donc il accroche un fusil et il veut tirer une balle. Et en fait, au dernier moment, le fusil part dans la mauvaise direction, ça fait un trou dans le mur, ça blesse un type, le mec est accusé d'avoir tenté de tuer quelqu'un et tout, enfin bref. Et ça se passe mal. C'est une grosse action en chaîne, et de là part son aventure en fait. D'accord. Et c'est un peu le mec qui avait rien demandé à personne, qui voulait juste en finir, enfin, je trouve le pitch de base très cool. Et en fait, le film aurait pu se limiter à une comédie, tu vois, avec des scènes un peu rigolotes, 2-3 personnes à l'affiche, machin, enfin, le film aurait pu être une comédie assez simpliste.
Et en fait, il va vraiment chercher à aborder des thèmes. Des fois, il va trouver il va tirer un peu sur la corde sensible. Il y a vraiment des passages un peu hors du film qui sont très Mhm. touchants. Les acteurs sont bons et les décors sont bons. Et encore une fois, la mise en scène est vraiment. En fait, tu sens que le mec met du cœur à l'ouvrage. Comme je disais tout à l'heure, tu vois, le mec met du cœur à l'ouvrage. Il se contente pas de faire juste un petit film. Et ça fait plaisir à voir. Tu vois. Et même si en sortant du film, parce que la fin est particulière, sans détailler, en sortant du film, je me suis dit, je sais pas si je suis d'accord avec ce que le film raconte en fait, tu vois. Mais du coup, c'était intéressant, tu vois, il y avait un débat qui s'installait et tout. Donc c'était vraiment un film intéressant. C'est pas ma claque de l'année, clairement, mais j'ai vraiment kiffé le découvrir au cinéma. Surtout D'accord, quand tu sais que les films français, c'est toujours suivi à débat. Il y a beaucoup de gens qui bien disent que sûr. les films français, c'est nul et tout. Adieu les cons, c'est vraiment l'opposé contraire. Donc ça fait du bien de voir ce film. Ça, ce serait un peu ma dernière, on va dire ma dernière découverte. Mhm. Euh, oh, Qu'est-ce que j'ai découvert d'autre comme film? Allez, un petit deuxième, histoire de. Même Ouais, pas ouais, on forcément au va. cinéma, hein. Ça peut être, tu peux l'avoir découvert récemment, mais il est plus vieux que ça. Ouais, j'essaie de me rappeler, mais j'ai pas découvert de film récemment. Je Pour remonte un peu en rebondir, arrière. juste pour rebondir, Comment? parce que du coup ça me fait cogiter sur ce que tu disais par rapport au fait de pas être d'accord avec la fin du film. Je sais pas si tu as vu je crois que ça s'appelle Le Cercle, avec Tom Hanks. Non, je ne l'ai pas vu. J'ai vu le trailer il y a longtemps. Ah ben Il était bah, intéressant. Mais j'ai alors pas pas de regardé, non. spoil, ça marche. D'accord. Mais j'étais pas Ok. d'accord avec la fin, mais bah pareil, je te spoil pas, tu le regarderas, on aura peut-être l'occasion d'en reparler carrément. Ouais, Mais, avec plaisir. mais Avec plaisir. effectivement, j'étais pas d'accord avec la fin, donc ça m'intéresserait d'avoir ton avis là-dessus. Mais c'est plus C'est point de vue toujours, philosophique. ouais, c'est toujours un peu un détail intéressant de se dire, en fait, il faut être capable de dire, je suis pas d'accord avec un film, mais je remets Hmm. pas en question son existence, tu vois. Non, bien sûr. Avant-hier, j'étais sur un live avec un monsieur qui s'appelle Gaëtan, que je vous invite à suivre aussi, Mhm. et on parlait de YouTube. Et je disais la même chose, je disais, il y a des YouTubeurs, tu peux ne pas aimer le contenu, tu peux ne pas être d'accord, tu peux même détester certains contenus. Il y a une différence entre vraiment ne pas rentrer dans le délire, ne pas apprécier un contenu, et vraiment remettre en question l'existence du truc. Tu vois. Hmm. Et là, moi, je dis à chaque fois qui on est pour juste décider de qu'est-ce qui a le droit d'exister, qu'est-ce qui a pas le droit d'exister. Personne. Donc, tu vois, genre, encore une fois, adieu les cons, j'ai pas aimé la. C'est pas que j'ai pas aimé la fin, c'est que je suis pas d'accord avec le message philosophique du Hmm. film, mais je. Limite, je suis content de pas être d'accord, tu vois, parce que ça lance des débats, ça te fait poser des questions, ça te fait réfléchir et tout. Et c'est intéressant, je trouve. Bref, je Alors, divague. tu commences un peu à laguer. Je comprends ce que tu dis, mais est-ce que t'es repassé sur ton Wi-Fi d'une façon ou d'une autre ou Je vérifie. Non, je suis toujours connecté, mon non? téléphone, il Bah va là, bien. c'est bon, ça a l'air d'être revenu. D'accord. C'est peut-être que l'internet mondial n'était pas d'accord avec toi, je sais pas. C'est pas, Pa- c'est un complot, moi je te le dis. Par rapport, ouais, c'est ça. Par rapport à ce que tu disais, c'était Link the Sun qui avait fait une excellente vidéo. Bon, lui il parlait de musique en l'occurrence, où en fait, Bon. tu sais, c'était la vidéo. Je sais pas si tu regardes ou si tu suis Link the Sun. Ça aussi, oui, je fais partie des youtubeurs que j'aime beaucoup. Mais voilà, il parlait de Jul. Et donc il avait fait deux vidéos, tu sais. Il avait fait une vidéo où il en parle en mal et une autre vidéo où il le défend. Et en fait, bah, c'est ça. On peut ne pas aimer Jul, par exemple. Moi, je suis de ceux qui n'aiment pas du tout sa musique, pour le coup. Mais bah, tu peux pas dire, il faut pas que ça existe. Karim Debache, je te disais aussi, je sais pas si je suis Karim Debache, je donne beaucoup de références. Ah non, là, je pense. De quoi? On a les mêmes refs, je Ouais, ouais, pense. bah carrément. Bah Karim Debache, c'est pareil quand il parlait du film Vidoc cette fois-ci, où il parle avec son double maléfique qui lui dit ouais non, Vidoc, je voudrais pas qu'il existe. Et là, il l'engueule. Et bah c'est pareil. Ouais. Il faut que ça existe de toute façon. Mais Quand même de bâche pour moi. Alors j'ai regardé Chroma, je crois que j'ai pas tout vu de Chroma, mais je crois que si, parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait, mhm. mais c'est plus difficile de trouver les épisodes de Chroma, parce qu'ils sont pas sur YouTube. Mhm, Et mhm. mais par contre Prost, pour moi, je te mets ça dans le top 3 des meilleures vidéos que j'ai vues sur YouTube en fait. Ah, En termes de vidéos sur le cinéma, c'est du 20 sur 20. Enfin, pour moi, c'est. Voilà. je suis très d'accord, ouais, pour le coup, Mais bon, c'est carrément. pour un autre film. Euh, Ouais. Deuxième, j'essaie de voir c'est quoi qui me vient à l'esprit tout de suite. Mhm. Le film qui me vient à l'esprit tout de suite quand tu parles de dernière claque, c'est 1917. Donc c'est pas récent, ça date de janvier dernier. Hein. 917. Oui, ok, je vois. C'est un film de guerre, Euh, effectivement. voilà. En fait, le film est un faux plan séquence, tu sais. C'est là-dessus D'accord. qu'il avait mis la com. Euh, Tout le film est un long plan séquence. Euh, et c'est très bien fait, c'est un très bon film de guerre. C'est un point de vue du coup différent. Il n'y a pas ce côté
ultra grandiose. Il y a un côté beaucoup plus individuel en fait. Tu suis juste deux personnages tout au long d'une simple quête en fait. Le but c'était juste apporter un message. Il y a des scènes de tension qui sont extrêmement bien faites et les décors. Après, si tu l'as pas vu, je te dévoile pas tout parce qu'il y a vraiment des passages et la musique est excellente. C'est vraiment un kiff. C'était vraiment un très gros kiff. Ça, pour le coup, ouais, c'est bien noté. Surtout, j'aime bien le principe d'un long plan séquence. Je suis curieux de voir ce que ça peut donner. C'est un faux plan séquence. Hein, il faut pas... C'est un faux, d'accord. J'allais te poser la question justement. Mais ok. En même temps, la prouesse aurait été exceptionnelle. Il y a un seul cut qui est assumé dans le film, où là tu vois bien que ça cut évidemment. Mais tous les autres bien dissimulés en fait. Ouais. Je sais pas combien de cuts il y a dans le film au total, mais t'as l'impression qu'il n'y en a pas en fait. C'est vraiment très bien fait. Ouais, c'est un vrai kiff. Bah ça je regarderai avec plaisir. Ouais, j'essaie de trouver un troisième film. C'est un peu triste de se dire que j'ai pas découvert grand chose récemment. Mais en fait je vais pas chercher 33 000 ans, je vais juste te dire ce qui me passe par la tête. Donc là tout de suite, 1917. C'était quoi le premier dont j'avais parlé? Ah oui, Adieu les cons. Et bah du coup celui dont je parlais tout à l'heure, A Beautiful Day in the Neighborhood avec Tom Hanks. Tu l'as découvert récemment? Je l'ai découvert, oui, pas tout à fait récemment. Hein. Je l'ai découvert peut-être en juin dernier, quelque chose comme ça. Après 1917. D'accord, ok. Ouais, peut-être cet été, un truc genre. En fait, je l'ai découvert via la youtubeuse La Manie du cinéma, ceux qui connaissent. Une petite chaîne YouTube qui je crois qu'elle est aussi sur Twitch. Je crois. Et bref, qui fait des vidéos sur le cinéma. Et je crois que sur son Instagram, tous les dimanches, elle fait une petite reco qui s'appelle Le film du dimanche. D'accord. Et son premier épisode, je tombais dessus un peu par hasard, c'était Beautiful Day in the Neighborhood. J'ai vu Tom Hanks, je me suis dit, ok, on est dimanche, il est 14h, vas-y, je lance le film. Ça marche. Et c'est vraiment un petit, encore une fois, c'est un petit film simple. Pas, tu vois, il n'y a pas le côté blockbuster, mais il y a un côté du coup très intime, presque, tu vois. Alors, pas intime, mais je sais pas trop comment dire. Pour faire juste le pitch très rapide, c'est l'histoire d'un journaliste qui doit écrire un article. Ma mère me l'a recommandé d'ailleurs. Bref, c'est l'histoire d'un journaliste qui doit faire un article sur un animateur télé, donc un mec qui a vraiment existé, qui s'appelle Monsieur Fred Rogers, et qui a animé pendant longtemps une émission pour les enfants en fait à la télé, un truc qui s'appelle Beautiful Day in the Neighborhood. Ok. Et à côté, enfin, j'en dis pas plus. C'est vraiment. Ça marche. Bah, tu me l'as bien teasé en tout cas. Je pense que bah, tu me fais de ma cinématographie du week-end, je pense. Ça m'en fait deux. Ok, très bien. Dans d'autres références, est-ce que tu as un film que tout le monde déteste, enfin qu'il y a beaucoup de gens, la critique chie dessus, et toi t'aimes bien? J'ai sûrement ça, mais là je l'ai pas en tête. Je peux parler d'une série à la place ou pas? Bien sûr, tout à fait. Parce que pour le coup, en série, j'ai un exemple tout trouvé, c'est The Big Bang Theory. Mais c'est un peu particulier parce qu'il y a vraiment des gens qui aiment beaucoup Big Bang Theory comme moi. Moi j'aime bien. Mais il y a beaucoup de personnes qui détestent. Et pour te dire, cet après-midi, je suis tombé sur une vidéo. J'ai vu juste l'intro parce que j'ai pas encore regardé la vidéo. D'un youtubeur qui s'appelle MJ Fermella, je sais pas si tu vois qui c'est. Du tout, non. C'est un type qui fait des vidéos sur le cinéma. Et aujourd'hui, il a sorti une vidéo sur Big Bang Theory. Et donc lui, il aborde vraiment les films d'un point de vue presque politique. Et donc il t'explique en quoi tel film est pas bien, mais je suis pas d'accord. Encore une fois, j'ai rien contre le fait de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Pour moi, c'est intéressant de pas être d'accord avec quelqu'un. Bien sûr. Mais là, pour le coup, c'est. Bon, après, j'ai pas encore vu toute sa vidéo, mais bon, tu sens qu'il a pas envie d'être clément avec la série. Quoi. Il t'explique que c'est des clichés, des stéréotypes sur les geeks, que ça rend pas hommage à la communauté, que c'est des blagues sexistes et tout. Et je suis vraiment pas d'accord avec ça. Je trouve que c'est vraiment une série intelligente, bien écrite, avec des personnages attachants. Peut-être des personnages un peu clichés, mais ça en fait pas des mauvais personnages. En fait, pour moi, ça en fait des personnages vraiment bien construits. Et en plus, c'est une série que j'aime beaucoup parce que elle a ce côté ultra niais. Et quelque part, ça te fait ta dose de bonne humeur dans des moments où t'es un peu dans la déprime, tu vois. Un moment où ça va pas et tout. Tu regardes un épisode de Big Bang Theory et ce que j'aime bien, c'est que c'est des personnages. Les personnages sont des losers totaux. Des losers total, pardon. Des losers total. Et. C'est tous des abrutis du début jusqu'à la fin. Il y en a un parce qu'il n'arrive pas à parler aux femmes. Ouais. Un autre parce que. Mais en fait. C'est des losers sur le plan social, mais c'est quand même des sommités dans le domaine scientifique et. C'est ça. Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est des personnages qui t'apprennent à décomplexer des choses. Je trouve
que c'est une. MJ Fermella, souvent, juste, il casse des Ouais. films ou séries et c'est dommage. Je suis d'accord avec cette idée. C'est vrai. Je trouve Ça, que des fois, il dit des trucs intéressants, mais c'est vrai qu'il a tendance à beaucoup chercher à la provoque, quoi. ça Un fait peu comme longtemps que j'ai Durandal. pas vu de ses vidéos d'ailleurs, à MJ À Fermella. qui À MJ Fermella, en l'occurrence. Peut-être pour ça C'est. en fait. J'ai pas envie de. Encore une fois, j'ai pas envie de dire que c'est nul, que ça sert Ah à non, rien bien et tout. sûr. Je trouve que c'est intéressant que ça existe. Après, on aime Mhm. ou on n'aime pas. Moi, pour le coup, c'est vrai que j'ai du mal. Mais je regarde souvent ces vidéos parce que bah, je trouve ça intéressant d'avoir ce point de vue-là, quoi. Mais pour revenir sur Big Bang Theory, c'est vraiment, ouais. Euh, pour moi, c'est une série que j'aurais aimé découvrir un peu plus jeune. Tu vois, j'ai découvert quand j'avais 18 ans, tout le genre. Et je trouve que c'est une série qui est bien à l'adolescence parce qu'elle te permet vraiment de décomplexer sur des sujets adolescents en fait. Donc le Mhm. rapport aux jeux vidéo, à la pop culture, à la science. Euh, même à l'adolescence, quand je parle d'adolescence, je pense aussi à tout ce qui est la puberté, tu vois. Je trouve que ça. Par exemple, le personnage de Raj, je le trouve ultra attachant. Et pourtant, dans les 2 premières saisons, il est incapable de parler à une fille parce qu'il est trop timide. Et c'est pas juste. Mhm. Tu vois, c'est pas. Enfin, en fait, là, t'as un gros cliché du geek. Ouais. Le mec qui a couché avec une fille ou quoi, machin, machin. Et en même temps, je trouve qu'il n'y a pas une moquerie Mhm. visée. En fait, on prend un cliché du geek et on construit dessus un personnage. Et il y a une évolution du personnage. Et ça aboutit en fait à une. Enfin, sans trop dévoiler la suite de ce qui se passe, mais à terme, il y a une évolution touchante en fait chez certains personnages. Mhm. Et le meilleur exemple, c'est Sheldon, euh, qui est en fait le personnage ultra intelligent, ultra. Voilà, qui est le cliché de l'intello que tout le monde déteste. Et en fait, au travers de quelques épisodes, tu vas te rendre compte de, de l'aspect beaucoup plus sérieux du personnage. Mhm. Moi, il y a un passage dans la série, et je vais m'arrêter là parce que sinon je vais plus m'arrêter. Un passage que j'aime beaucoup dans la série où en fait, il joue à Donjons et Dragons, il joue Mhm. à un jeu de rôle. Et en fait, donc Sheldon est en couple avec sa petite amie qui s'appelle Amy. Ouais. Et sur la fin de la partie, l'humeur est. Tout le monde se fait des blagues et tout. Et en fait, le groupe d'amis rigole sur le fait que. Se moque gentiment du fait que Amy et Sheldon n'ont jamais couché ensemble. Parce que Sheldon est. Genre, enfin, il est pas catho, mais il est en mode. Pour Ouais. l'instant, je vois pas l'intérêt, quoi. En gros, c'est ça. Oui, bah, c'est ça. Oui. Il est ultra réservé là-dessus. Et du coup, Amy est vexée parce que bah, elle trouve que c'est vexant, machin. Elle part s'enfermer dans la chambre. Et il y a une discussion entre Sheldon et Amy. Et Sheldon dit un truc que je trouve ultra touchant. Je sais plus, en fait, je sais plus ce qu'il dit exactement, mais en gros, il explique que il y a des choses enfin, il y a des choses que certaines personnes considèrent comme normales et pour lesquelles lui, il doit faire un effort. Oui. Je sais plus ce qu'il dit exactement, mais il dit, mais par exemple, oui, ouais, il lui dit ça. Il lui dit, là, en ce moment, tu es assis sur mon lit dans ma chambre et normalement, je tolérerais pas ça parce que personne ne Mhm. doit rentrer dans sa chambre. Tu vois. Et il dit, pour moi, c'est un effort. Et il dit, en fait, il dit, j'ai besoin que tu comprennes que là déjà je fais un Mhm. effort. Tu vois. Et en fait, je trouve que c'est quelque chose qui t'apprend à relativiser sur la vision que tu as de l'autre en Mhm. fait. Tu vois, des fois, on a toute tendance à trop juger les personnes par rapport à nous-mêmes Bah, et on c'est se ça. rend pas compte de ce que peut représenter un effort pour une personne. C'est pas parce que quelque chose est facile à faire pour toi Mhm. que pour la personne en face c'est facile aussi. Bien au contraire en fait. Et je trouve ça hyper intelligent. L'humour est très fin tout en Mhm. abordant parfois des sujets un peu tabous, comme la sexualité par exemple. C'est pour ça que je dis que c'est un peu une série pour ados parce que je trouve que à regarder quand t'as 13-14 ans, c'est jamais trop vulgaire, c'est jamais trop, c'est pas, et c'est mature, tout en restant très enfantin, très kitsch. Mhm. Et pour moi, c'est vraiment, ouais, pour moi, c'est un peu ma série d'ado en fait. Ça marche, ouais. Bah Voilà. ouais. Ok, très bien. Mais en plus, tu as Voilà. très très bien décrit. Bah, c'est un genre de trouble. Je voudrais pas commettre de dire de conneries en fait en nommant le trouble, mais c'est vraiment un trouble qu'a Sheldon, en l'occurrence, un trouble pathologique. Et il y a une série que je trouve pour le coup un peu nulle sur Netflix qui traite de ça, qui s'appelle Antisocial, je crois, un truc comme ça, ou Asocial, un truc comme ça. Où en fait, c'est littéralement toute la série tourne autour d'un mec qui a ce trouble-là. Bon, la série, je la trouve pas terrible, mais pas tellement pour le propos qu'elle soutient, au contraire, mais c'est bon, Mhm. tout le contexte, en fait, tout ce qui est autour. Mais voilà, Ouais. c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que les autres sont capables de tout ce que nous, on est capable de faire, et que pour eux, c'est naturel, alors que pas du tout. Pas Ça. toujours, quoi. En fait, ça c'est souvent une question d'étiquette, tu vois. Hmm. On se dit, c'est un geek, donc il est comme ça. C'est, je sais pas, un catho, un religieux, donc il est comme ça. C'est un fan de films d'horreur. Je sais pas d'exemple. Mais
Mais on range les gens dans des catégories, et en fait, moi j'ai vraiment l'impression que les catégories, c'est ce qu'il y a de plus stupide. Mhm. Tu vois, par exemple, le Big Bang Theory te prend l'étiquette des geeks, te montre tout ce qu'il y a derrière cette étiquette, et en fait, à terme, pour moi, je me dis juste, en fait, derrière tous les clichés des geeks, il y a juste des personnes Mhm. avec leurs particularités. Et là, je vais un peu loin dans mon analyse, mais par exemple, dans tout ce qui est sujet de personnes handicapées, de personnes trisomiques, de tu vois, tout ce Mhm. domaine un peu médical, il y a tout un jeu de catégories et que je ne remets pas en cause parce que je connais pas ce domaine-là et enfin, je prends du recul par rapport à ça parce que je connais pas. Et il y a sûrement une très bonne raison à toutes ces catégories, mais du coup, moi, des fois, quand je vois toutes ces catégories de handicap, parfois j'ai juste envie de dire, mais en fait, bah, arrêtez de me ranger ça dans des catégories. Il faut Mhm. juste que c'est des personnes. C'est par exemple, on parle de personnes à mobilité réduite, et en fait, derrière le mot personne à mobilité réduite, t'as encore plein de catégories. En fait, si Ouais, tu bien sûr. commences, tu vois, t'as tout un arbre de catégories et t'en finis plus. Et du coup, à terme, tu finis juste par te dire, en fait, il y a juste des individus avec leur Mhm. histoire, leurs particularités, leur personnalité, leur psychologie, leur morale, etc., etc. Et c'est un peu ça que les catégories, que l'idée même de catégorie et d'étiquette, Mhm. euh, pas détruit, mais cache un peu, tu vois. Et Tout bon, à pour fait. le coup, Big Bang Theory m'a vraiment fait réaliser ça. Ok. Non, bah ok. C'est beau, parce que c'est vrai que c'est pas ce qu'on attendrait de Big Bang Theory à la base, et c'est vraiment chouette que ça puisse avoir ce genre d'effet. Ouais, c'est vrai. Bonsoir Jikachu. Ok, bon. Alors toi, t'es suspendu par les pieds depuis tout à l'heure, je te rappelle. Oui, D'ailleurs, c'est t'arrives vrai. à vraiment parler, à garder ton self-control, c'est assez impressionnant, hein. Même le sang te monte pas trop à la tête, ça va, c'est cool. Enfin, tu as parlé d'ouverture d'esprit avec les gobelins, c'est magnifique. Ouais, c'est exactement ça, tu viens de philosopher avec des gobelins, c'est fou. Ok, le gros gobelin, du coup, s'approche de toi et dit: Très bien, tu as bien répondu à nos questions. Pour te libérer, tu dois nous payer 5 pièces d'or. Hello, High Drifter. Et je tente un jet de bluff et je lui dis que j'ai pas d'argent sur moi. Allez, on va tenter le jet de bluff. Alors, tu ne vois pas le jet de dés, tu vas devoir y aller à la confiance. T'as une chance sur deux. Tu réussis ton jet de bluff. Il te croit complètement. Et du coup, le gobelin, il te regarde, genre, vraiment, un air statique, genre bouche bée. Oh non, on a fait tout ça pour rien. On l'a écouté raconter ces trucs pour rien. Du coup, il te Il nous en libère. dit. Il te libère et tu les vois s'éloigner, genre leur épée entre les jambes pour ne pas faire d'autres métaphores un peu plus sexuelles, et s'en vont dans la forêt en jurant de part et d'autre, mais toujours en étant mal doublé, c'est important. Donc t'entends des pushers, encore lisse, voilà, t'entends un peu de tout et ils s'éloignent et ils te laissent comme ça en plan. Tu es dans la capacité de reprendre ta route Parfait, j'ai gardé ma thune. et tu as Si gardé c'est ta pas un thune. bon papier de voleur, ça. Donc tu finis ta petite balade dans la forêt pour finalement arriver à la sortie, à l'entrée de la cité. En fait, c'est une immense muraille qui barricade cette cité. Et face à cette immense muraille, il y a un guerrier d'au moins 2,50 m, très très musclé, là, une peau rougeâtre, des cornes, il est chauve. En fait, non, il n'est pas chauve, il a une calvitie. Il rappelle un petit peu ce qu'on peut retrouver, sans doute que tu y as joué et la musique va peut-être te parler qui arrive derrière. Il rappelle la méchanceté dans Fable. Voilà. Donc c'est littéralement ça. C'est sans doute un guerrier qui a très très mal tourné. Il te regarde droit dans les yeux, il a fait, et il te dit: Pour passer, parle-moi de tes faits d'armes. Ah, je suis désolé, c'est un bug. Ah bah c'est quoi? J'ai pas entendu. Alors, il t'a dit: pour passer, parle-moi de tes faits d'armes. Alors peut-être que du coup tu n'as pas entendu, j'ai juste changé ma voix, les gens dans le chat ont peut-être entendu. Il est stylé, mais j'ai pas compris ce qu'il a dit. Et il a dit pour passer, pardon, parle-moi de tes faits d'armes. Et c'est là où on va parler un petit peu jeu de rôle dans le temps qui nous reste. Je lis juste le petit commentaire là, que j'avais pas vu. The Big Bang Theory, la meilleure série de tous les temps. J'ai appris à converser en anglais grâce à cette série. Bah c'est bien. Il y en a qui apprennent la philosophie et il y en a qui apprennent à parler anglais. Je te regarde totalement Pikachu parce que j'ai vraiment beaucoup regardé Big Bang Theory pendant que je faisais mes études de langue étrangère appliquée. Et je peux te dire que regarder Big Bang Theory en version originale sous-titrée en anglais m'a mieux appris l'anglais que 3 ans à la fac en langue étrangère appliquée. Ah bah c'est cool.
Donc philosophie, apprentissage des langues, c'est parfait. Ouais. Un plaisir d'avoir pu enfin te voir en live, mon petit Arthur. Concept et décor vraiment sympa, mais malheureusement le sommeil m'appelle. Passez un bon live à tous les deux. C'est Alexei qui dit ça. Moi par contre je suis d'accord avec MJ Fermela à propos de Big Bang Theory. Je sais pas ce qu'il a dit sur la série. Mais de toute façon on a fini de parler de cinéma. Je vais voir sa vidéo parce que son avis m'intéresse justement. Ah bah carrément. Ok, donc là on va parler de tes faits d'armes, on va parler un peu de jeux de rôle. Ok. Et du coup, j'ai envie de savoir comment est-ce que tu as commencé le jeu de rôle? Dans quel contexte? Dans quel contexte? C'est tout simplement mon frère aîné qui nous y a mis, moi et mes autres frères, j'ai plusieurs frères. Et puis lui, il a fait ça pendant qu'il était à la fac. Il a découvert ça pendant ses études, quoi. Et un soir, on est à la maison tous ensemble, machin, et puis il nous fait faire une fiche perso et tout, et il nous fait découvrir la version, la V4 de Donjons et Dragons. D'accord. Et à ce moment-là, déjà, je commence à créer un joueur qui s'appelle Edgamond. On fait une petite soirée avec 2 autres frères, donc en fait, du coup, on est 3 joueurs plus le maître du jeu. Et c'est vraiment un petit one-shot sur une soirée juste pour comprendre un peu comment ça marche. Donc en général, si t'as joué un petit peu à quelques jeux de rôle, ça commence en général dans une taverne. Bien sûr. Ça part un peu en sucette, quelques petits coups de poing à droite à gauche, on découvre un peu, tu sais, un peu tu commences un jeu vidéo, tu apprends un peu les mechas, t'appuies sur X, tu vois ce que ça fait, bon voilà, pareil. Tu tapes du poing sur la table, tu tapes le barman, tu vois ce qui se passe. Et c'est comme ça qu'on a découvert le jeu. D'ailleurs, je me souviens que ça s'est fini sur un énorme échec critique de ma part. Et que ça a un peu instauré, comme qui dirait, une loi de Murphy sur mon personnage. C'est-à-dire que j'aime beaucoup mon personnage qui est un voleur humain qui s'appelle Edgamond. Mais il est ultra malchanceux. Et là, ça, c'est pas moi qui l'ai décidé. C'est vraiment mon personnage. Des fois, il fait n'importe quoi. D'accord. Ouais. Je rate tous mes jets de dés et tout. Et c'est une catastrophe. Et du coup, mon personnage n'est pas pris au sérieux par les autres joueurs. Et c'est terrible. J'en ai connu des persos comme ça. On a découvert ça comme ça, via la famille, après on a développé un peu de trucs. J'ai appris un petit peu à masteriser sur la V4. À ma sauce, il y a beaucoup de règles du jeu que je fais un peu mes propres règles du jeu pour simplifier la chose. Et depuis, c'est vraiment devenu un truc, on y joue entre potes et tout, on essaie de faire des soirées, on essaie de faire des petits scénarios et tout, et voilà. Et du coup, c'est quoi que tu... Sur la V5. Sur la V5, ouais, bah, c'est la plus récente. Apparemment, ouais, il y a des débats sur est-ce qu'elle est meilleure ou pas que la V4. J'ai jamais fait la V4, j'ai fait que la V5. Misé sur la V5. Je connais pas assez bien les règles. Par contre, à jouer, c'est un vrai plaisir. Parce qu'en fait, la V4, il y a vraiment un côté que j'ai envie de dire Power Rangers. Genre, dans un combat, tu vas vraiment être en train de prendre ta page et dire bah, je fais attaque numéro 3 qui s'appelle, je sais pas, coup de foudre, j'en sais rien. Ouais. Et il y a des descriptifs ultra précis. Tu sais, c'est très RPG jeu vidéo, en fait, tu vois. Dans la V5, il n'y a pas ça. En fait, les règles du jeu sont beaucoup plus adaptées aux classes. C'est-à-dire que j'ai refait un humain voleur dans la V5 et dans la V5 il n'y a pas comment dire bah, par exemple dans la V5 t'as un humain voleur, ok, bah tu te bats avec des épées et c'est tout. Il n'y a pas un pouvoir qui te dit tu peux faire ça comme attaque. C'est à toi d'imaginer ce que tu fais avec ton épée en fait. Oui, bien sûr. Alors que si tu joues un mage ou un sorcier, bah là c'est beaucoup plus complexe. Mais du coup ça te donne une liberté dans le jeu que tu n'as pas dans la V4. En fait ça te force à y réfléchir. Par exemple tu te bats contre un boss, tu vas toi-même réfléchir en te disant comment je fais pour il faut que je trouve le point faible, il faut que je fasse un truc original pour vraiment, je vais pas juste te dire bah je frappe, tu vois, faut essayer de trouver. Bien sûr, ouais. Ah, c'est pour ça que moi généralement je masterise pas mal sur des j'ai un univers en fait que j'ai créé moi-même et du coup des règles du jeu que j'ai créé moi-même et je laisse de plus en plus part à la liberté. Et d'ailleurs j'ai un concept de live que je voudrais mettre en place qui donc là pour le coup moi je parle des projets que peut-être je mettrai jamais en place, mais tant pis, et en fait qui se jouerait sans dés et qu'avec du descriptif, mais il faut vraiment que je songe à ce truc là. Je sais que ça se fait, je sais qu'il y a des JDR qui existent déjà comme ça, mais donc voilà, j'ai réfléchi, je garde ça dans les tiroirs et on verra bien ce que ça donne un jour. Si tu joues sans dés, qu'est-ce qui remplace le dé? Qu'est-ce qui remplace les actions en fait? C'est le MJ qui décide? Quand je dis sans dés, en fait c'est un peu faux, c'est sans dés pour le joueur, mais c'est le maître du jeu qui va rouler tous ses dés en cachette et qui lui, enfin s'il veut pas décider, parce que ouais sinon c'est le MJ qui décide, mais s'il veut pas décider, s'il trouve que l'action c'est vraiment 50-50 pour réussir, il fait un D3, 3, 4, 5, 6 c'est réussi, 1, 2, 3 c'est échoué, et voilà, il tranche comme ça. Mais voilà, il faut que je me renseigne, voir si ça existe, on verra plus tard. Là, finalement, c'est un peu ce qu'on a fait. Tous les jets de dés, c'est moi qui les ai fait, quoi. Pour ce soir.
Ok, est-ce que tu peux nous parler, parce que moi j'aime bien ce genre de souvenirs, de ta pire expérience, pas pire forcément mauvaise expérience, genre tu t'en as retiré du négatif, mais vraiment genre un truc qui s'est mal passé et qui en est drôle finalement à l'heure actuelle. J'ai un Ouais, exemple tout de suite. Ça vas-y. fait partie de mes meilleurs souvenirs de Donjons et Dragons. En ce moment, mon frère aîné masterise une campagne sur AV5 Mhm. à laquelle je participe. On est un petit nombre de joueurs, il y a moi, 4, 5, 6, on est 6 joueurs je crois si je me trompe pas, si je joue plus personne. C'est beaucoup. Donc on a notre petit groupe d'aventuriers, ouais c'est pas mal. Mhm. Et en fait le truc c'est que euh, moi j'habite pas au même endroit que tous les autres, et du coup j'ai un peu rejoint la campagne en cours de route. Mhm. Donc je suis arrivé dans l'histoire, mais via... je viens pas du même endroit que les aventuriers, en fait, c'est ça qui est important. Mhm. Et étant un voleur, je me suis greffé au groupe d'aventuriers, mais il s'est avéré que j'ai des intérêts un peu différents des aventuriers. En plus, je suis voleur, donc c'est louche, tu vois. Et je rigole parce que j'espère que les gens de... Je filerai ton lien aux potes de la campagne, j'espère qu'ils iront Carrément. faire un tour. Ça leur fera plaisir de voir que je parle d'eux. Et bref, donc mon voleur qui s'appelle Edgemond, je dévoile pas trop l'intrigue parce que du coup il y a des infos qu'ils n'ont pas. Oui. Mais bref, il a des secrets qu'il veut pas partager. Et en fait, il s'avère qu'un des membres de la communauté qui s'appelle, à chaque fois je confonds deux de ces personnages, il s'appelle Onyx si je me trompe pas. Ce personnage s'appelle Onyx, et Onyx ne me fait pas confiance du tout. C'est un sorcier qui genre se méfie de moi et tout, et vraiment genre il m'a pas à la bonne quoi. Et plus Mhm. on avance dans l'histoire, plus genre à un moment donné on va investir une espèce de manoir abandonné. Et donc l'ambiance est vraiment tendue et tout, genre c'est flippant et tout. Et en fait, il y a vraiment des moments où je vais vraiment prendre des décisions qui vont presque mettre en danger le groupe, tu vois. Je vais Mhm. être là en mode, tout le groupe va être d'accord pour dire les gars, on bouge pas, on attend de voir ce qui se passe. Et moi je m'avance devant le groupe, je dis non, il faut faire ça et tout, et je fais une connerie. Et du coup, en Leroy ressortant de Jenkins. comment? Leroy Jenkins. Je sais pas si t'as Il y cette a ref. un peu ça, ouais, Leroy, il y a un petit côté Leroy. Et donc, mais du coup, il y a vraiment une tension qui s'installe entre moi et Onyx. Et en fait, en ressortant du manoir, il y a une engueulade qui commence. Et en fait, ce qui est génial, c'est que du coup, on était en train de jouer et tout. Et mon pote qui était avec moi, en fait, il était vraiment juste à côté. Et pendant qu'on jouait, de temps en temps, on se regardait tous les deux, on faisait on est toujours potes, ok. Et après, on reprenait la discussion parce que, en fait, tu sais, avec le RP et tout, le ton monte. Et en fait, du coup, il y avait deux échanges en parallèle. Dans le jeu, on était vraiment en train de s'engueuler et vraiment, il n'y avait pas de main morte, tu vois, c'était vraiment comme une vraie engueulade. Mhm. Et dans le, dans la vraie vie, on était vraiment en train de s'assurer qu'on vexe pas l'autre pour de vrai, tu vois. Et Mhm. c'était très marrant. J'ai beaucoup aimé cet échange. Mais du coup, au bout d'un moment, ça a vraiment pété un câble. Et du coup, genre, je sais plus ce qui se passe. Mais en gros, moi, je suis vraiment genre, Mika, on est toujours pote. Ok. Je sors mon épée. Et là, ça part en sucette totale. Le mec m'a balancé une décharge électrique. Et il m'a à moitié grillé sur place. Il y a un autre compagnon qui a voulu prendre ma défense, qui s'est fait tabasser. Il y a une meuf qui arrive pour nous séparer, pour essayer de calmer le jeu. Et ça a été vraiment l'altercation qui a fait de nous un peu deux rivaux. D'accord, ouais. Là, au stade où on est la campagne, parce que la campagne n'est pas finie, il y Mhm. a vraiment un jeu de. J'essaie de faire le parallèle avec deux personnages dans un film, mais j'ai pas. Tu vois, il y a un petit côté Legolas et Gimli dans le sens où on est opposés, Ouais. on s'aime pas, mais on collabore. Mais en plus poussé encore parce qu'il y a vraiment. Il y a eu coups et blessures, tu vois. Ouais. Il y a eu atteinte à la personne, tu vois. Il y a vraiment eu. Et ce qu'on se dit toujours, c'est qu'en fait, là, le scénario n'est pas encore fini. Et en fait, il peut tout se passer sur la fin. Je Mhm. peux tenter de me venger, il y en a un de nous deux qui peut mourir, il y en a un qui peut retourner sa veste ou quoi, rejoindre le camp des méchants, ou ça peut se finir sur une superbe conclusion, pote pour la vie et tout. C'est très... Et en fait, il y a une vraie tension qui s'est installée, et c'est ça que j'adore, la tension RP en fait qui s'est installée. Ça, c'était un vrai plaisir. Avec une superbe réplique, tu parlais de Legolas et Gimli quand ils sont devant les portes de du Mordor et qu'ils échangent les dernières répliques. Est-ce que tu serais prêt à mourir à côté d'un elfe? Non, mais je serais prêt à mourir à côté d'un ami. J'ai plus la réplique en tête. Tu l'as Ah, certainement mieux que moi. c'est différent dans le bouquin, mais dans le film, Ouais. Gimli dit j'aurais jamais cru mourir au combat Ouais. aux côtés d'un elfe. Que dites-vous Et, de mourir à côté d'un ennemi? Ouais. et Gimli dit ok, ça je peux le faire. Non, Et c'est j'adore cette phrase. En excellente. vrai, la relation avec Legolas Gimli est très anecdotique, et en même temps, elle est ultra riche, quoi. Ah bah carrément, clairement. Mm.
Ok. Que puis-je te poser comme question par rapport à ça? Qu'est-ce que tu préfères toi en tant que rôliste? Est-ce que tu préfères masteriser? Est-ce que tu préfères jouer? Ah, c'est une bonne question. Parce que j'aime bien les deux. J'aime beaucoup masteriser parce que du coup, tu t'écris tes propres films un peu, tu vois, tu te fais un kiff. Et ça t'entraîne un peu à écrire, ça t'entraîne un peu le côté improviser un scénar aussi, c'est intéressant. Mhm. Maintenant, quand tu masterises, il y a un truc que tu n'as pas. Tu vois, t'as pas le côté découverte Ouais, d'univers bien en sûr. tant que joueur. Et le côté avancé dans le brouillard que tu as en tant que joueur, c'est un kiff, mais juste un kiff génial. Le côté, tu sais, vraiment, des fois, je me souviens sur un one shot, je crois qu'on avait on s'était infiltré dans une chapelle ou une église ou une histoire comme ça. Et en fait, on était ultra flippés parce qu'on n'avait aucune idée de ce qui pouvait se passer. Et je me souviens qu'à un moment, on est parti en courant de l'église, alors qu'il n'y avait aucun danger, tu vois. C'est genre, je crois qu'il y avait de la fumée qui était arrivée et tout, on était persuadés que c'était empoisonné. Et du coup, on est parti en courant et le MJ qui était là, genre, non, mais tu sais, tu peux retourner, il se passe rien. Et du coup, enfin, ça donne des situations, en fait, tu vis des situations un peu comme des personnages, et ça, c'est un énorme. Ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Pour ma part, moi, je préfère être joueur, mais la force des choses fait que je masterise souvent, parce que je suis confronté à des groupes d'amis où il n'y a pas de gens avec des expériences, souvent. Non. Et du coup, bah, je masterise très souvent, mais j'adore jouer, clairement. Et moi, j'ai beaucoup masterisé sur la V4, mais j'ai jamais fait masteriser sur la V5, mais je pense que j'aimerais bien masteriser sur la V5. Je trouverais ça intéressant. Carrément. Ok. Dernière question, du coup, si tu devais expliquer le principe du jeu de rôle à quelqu'un, tu lui dirais quoi dans cette thématique là? Bonne question. Je sais pas. C'est compliqué, hein. On va dire, ouais, c'est très compliqué. Et pourtant, je l'ai fait découvrir ce jeu à des potes qui connaissaient pas du tout. Et j'essaie de me rappeler ce que je leur ai dit en fait. Mais pour moi, la meilleure façon de vendre un jeu de rôle, c'est de dire qu'en fait, tu vas créer ta propre histoire. Et tu vas la créer, tu vas la vivre un peu. Et c'est ça qui est vraiment kiffant. Tu crées ton personnage. Et c'est aussi pour ça que je simplifie souvent les règles d'un jeu de rôle. Je sais que les puristes vont pas aimer ce que je dis là. Mais en fait, si tu joues vraiment, surtout avec les vieilles règles des vieilles versions de Donjons et Dragons, tu peux passer 5 heures de jeu assis à une table à rien faire. Et au bout de 5 heures de jeu, tout ce que tu auras fait, c'est traverser un lac, faire 2 pas dans un donjon et tuer 3 gobelins, tu vois. Ou alors, et ça c'est plutôt ce que je préfère faire, c'est on va dire passer le jeu en mode narratif. Ouais. Et là, en 5 heures, t'as traversé un pays, t'as rencontré des personnages. En fait, pour moi, si la partie n'avance pas au niveau du scénario, les joueurs passent par un bon moment, tu vois. Après, c'est pas toujours le cas, mais tu vois, c'est un peu le truc. Donc, comment dire? Comment je vendrais ça? Tu peux dire un peu des deux. Ça dépend de la personne que j'ai en face de moi, tu vois. Si c'est une personne qui aime le cinéma, je vais lui dire, mais écoute, tu vas te faire ton propre film, tu vas inventer ton personnage et tout, ça va être un kiff. Mais si c'est quelqu'un qui est beaucoup plus de vidéo, je vais plutôt lui dire un truc du style, tu imagines WoW, mais en carte blanche, tu vois. Si tu veux taper un PNJ, tu tapes un PNJ et puis il y a des réactions, tu vois. Donc ça dépend. Mais, Okay. pour moi, si tu crées une aventure, tu crées une histoire, tu crées ton aventure. Très bien. Eh bien écoute, les réponses ont l'air de satisfaire le guerrier, mais pour autant, il veut savoir si tu es réellement un combattant aguerri. Pour cela, il sort son épée bâtarde de sa main, il la dégaine et il la tient qu'à une seule main, une grosse épée lourde mais qu'il a l'air de manier. Et il te pointe avec son épée, prêt à en découdre. Comment tu réagis à ça? Alors, j'ai fait un test réussi de bluff sur les gobelins. J'ai vexé le le vieux mage. Allez, on tire l'épée, mais je reste un peu défensif. Le truc, je la joue de manière respectueuse. J'essaie de pas l'énerver, parce que bon, il fait quand même 2 mètres, et moi je fais pas 2 mètres, quoi. Ok, tu sens que là tu vas sentir que mon scénario est scripté parce que je ne vais pas rouler de dice, mais il a fait un échec critique en voulant t'attaquer, figure-toi. Il tente de te frapper avec son épée et trébuche sur sa propre jambe, frappant de ce fait le sol d'une violence
d'une extrême violence, c'est-à-dire que le sol tremble à côté de toi, mais le guerrier est mort, son cou exposé à côté de ta lame. Que décides-tu de faire? Tu peux soit marcher dessus et continuer, soit lui couper la tête. Quel genre d'humain es-tu? Je serais du genre à lui entailler un peu la main pour le blesser, lui piquer son épée et me barrer. Son épée est très lourde. Allez, on va faire un petit test de force. Allez, un petit test de force, vas-y. Petit test pour la route. C'est échoué. Je suis désolé, tu ne repartiras pas avec une épée ce soir. Du coup, je lui entaille. Je fais pas en courant. Ça marche. Ok, au moment où tu approches des portes, elles s'ouvrent pour toi. Derrière, il n'y a pas la cité, mais il y a une espèce de grand halo blanc qui t'engloutit quand tu traverses la porte. Et tu te réveilles brutalement en face de moi, toujours assis sur mon fauteuil. J'ai pris plein de notes de mon côté. J'ai bien étudié tes réactions. Tu as des machines autour de toi qui ont l'air de t'analyser avec plein de fumée, plein de trucs. Ça a l'air de bien bosser. Tu es sorti de ta stase et moi, j'ai pu étudier ton imagination comme il le faut. Du coup, la dernière question de ce live sera qu'est-ce que selon toi l'imagination? Oh, tu m'emmerdes avec tes questions. Qu'est-ce que tu veux répondre à ça? C'est la question traditionnelle de fin de ce live. Hein. Ah, c'est beaucoup trop compliquée. Elle est très très vague. Mais ça déjà, c'est déjà une très bonne réponse dans le principe. Parce qu'il y a des gens qui arrivent à trouver une définition assez rapidement, mais elle sera toujours incomplète. Non, mais... Voilà, ça répond à la question, ça aussi. Qu'est-ce que... Surtout que si on suit le RP dans ton truc, je viens de me réveiller d'un rêve qui semblait vraiment vrai, dans lequel j'ai buté un vieux, affronté des gobelins et failli tuer un guerrier. Et j'ai d'autres questions avant celle-là. Tu m'étonnes. Mais bon, tu m'étonnes. Qu'est-ce que l'imagination? Alors, l'imagination... Waouh. Ah, elle est bien cette question. Je pense que je vais quand même continuer à la poser. C'est très bien, c'est une question très intéressante et je trouve ça d'autant plus intéressant de la poser en fin de live, tu vois. Au début d'un live, à mon avis, t'as pas l'inspiration, mais à mon avis, à la fin d'un live, comme on a poussé pas mal d'idées... Que veux-tu, je travaille mon interview. C'est bien, non mais c'est très bien travaillé. Pour rester dans le domaine un peu Heroic Fantasy, un peu RPG, pas RPG mais jeu de rôle, tout ça, je te dirais que on va dire pour parler un peu philosophiquement et pour parler un peu de manière... je sais pas comment dire. Pour la jouer un peu fantaisiste, pour moi l'imagination serait un peu comme un petit pouvoir magique qu'on a tous à l'intérieur de la tête. Avec ce pouvoir, tu peux faire ce que tu veux. C'est vraiment l'imagination, c'est un peu un monde imaginaire dans lequel tu te dis ok, là je peux faire ce que je veux. Et ça n'aura pas d'impact sur le monde réel. Et comme dirait l'oncle, je sais pas comment il s'appelle, bref, l'oncle de Peter Parker. L'oncle Ben. Oncle Ben, c'est ça. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. C'est-à-dire qu'on fait pas n'importe quoi avec son imagination. Tu dis ça, il y a Spider-Man derrière toi. C'est beau. Ah oui, je veux. Mais c'est-à-dire que ouais, il y a peut-être une part de responsabilité dans le pouvoir qu'a l'imagination. Et avec en fait, c'est ça, tu choisis tes intentions. En fait, tu te dis qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ce petit pouvoir qui me permet absolument tout ce que je veux. Est-ce que je crée un univers? Est-ce que j'essaie de faire peur aux gens? Est-ce que j'essaie de les émerveiller? Est-ce que j'essaie de les faire réfléchir ou de parler politique? Et le truc, c'est que c'est tout. Je vois pas ce que je peux dire de plus en fait. Non, mais c'est une excellente définition. Tu peux faire tout ce que tu veux. Non. C'est pour ça que c'est compliqué à définir. J'ai envie de rester sur l'image du petit pouvoir magique. Je trouve ça mignon. Ça me va très très bien. Et cette image, je la trouve vraiment très belle. Écoute Arthur, je te remercie beaucoup d'avoir participé à ce live. J'espère que l'expérience t'a plu. Ça m'a beaucoup plu. C'était très intéressant, c'était très bien organisé. L'imagination, c'est l'endroit où je suis riche, dit Coin 47. Moi aussi. On est au même endroit. Exactement. Je remercie à tous ceux qui sont venus. Du coup, ça me fait tout plein de personnes qui n'étaient pas venues avant, forcément. N'hésitez pas à vous abonner pour le coup. Moi, ça m'aide. Moi, je débute pour le coup, donc ça va vraiment m'aider si chacun peut s'abonner. Je vais balancer la rediffusion évidemment sur YouTube pour ceux qui voudraient la voir ou la partager. Et je vous dis une bonne nuit à toi Arthur. Et puis à la semaine prochaine et dans la semaine pour les autres lives. Ciao Arthur. À bientôt.